Il faisait beau dehors et une voix d'homme s'est fait entendre depuis le bâtiment, disant qu'il le quittait. Un enseignant et un élève se tiennent dans le hall du bâtiment, l'élève est sur le point de partir et le professeur lui dit de ne dire à personne qu'il a étudié avec lui, l'étudiant répond qu'il n'a rien à craindre. Le beau jeune blond est Fan Hong, un disciple du maître taoïste moderne de la montagne Wudang. Le professeur jette un sac bleu à Fan Hong, lui demandant pourquoi il n'est toujours pas parti. Fan Hong attrape adroitement le sac, répondant au professeur qu'il reviendra dans un jour. Puis, ouvrant les portes, il quitte précipitamment le bâtiment. Le reste des étudiants se réjouissent en attendant le départ de Fan Hong. Cependant, le professeur, s'occupant de l'élève qui partait, pensait que toute sa vie il avait vécu selon le principe de faire tous les efforts et de plaire au ciel, et espérait que Fan Hong suivrait également ce principe et ne le déshonorerait pas. Fan Hong était déjà dans la forêt, il était pressé, il avait une mission importante, il a décidé de retrouver sa fiancée. Le sourire aux lèvres, le jeune homme pensa à quel point il était talentueux et depuis combien de temps il attendait ce moment. Notre héros est enfin arrivé en ville. Joyeux à l'horizon, il ne pensait qu'à une chose, aux filles. Un avion volant au-dessus du ciel. L'aéroport est situé à la périphérie de la ville, c'est là que s'est retrouvé notre personnage principal. Une fois à l'intérieur, un peu confus, il observa chaque fille qui passait. Ses pensées n'étaient remplies que de filles, il pensait à la chance qu'il avait et à la façon dont ses camarades plus âgés de la montagne l'enviaient probablement. Soudain, son visage changea et il fut attiré par une odeur. Fan Hong a reconnu cette odeur, c'était l'odeur du sang. Au milieu de l'aéroport gisait une jeune fille enceinte, entourée d'une foule excitée, elle était blessée et à côté d'elle se trouvait un homme effrayé. C'était le mari de la jeune fille blessée, il pleurait et demandait de l'aide. La foule était sous le choc, personne n'osait venir à la rescousse. Mais soudain, une belle fille aux cheveux noirs surgit de la foule et se dirigeait vers la femme blessée. Elle a adroitement arraché le tissu de sa chemise pour panser la blessure de la jeune fille et arrêter le saignement. Le mari était très surpris et excité. Une jeune fille enceinte a été blessée à la jambe avec une cravache, c'était assez profond. La fille qui est venue à la rescousse a réfléchi à la manière de retirer cet énorme morceau de verre. Fan Hong a brusquement arrêté la fille, disant que de cette façon, elle la tuerait. Fan Hong a expliqué que le verre avait touché une artère et que s'il était retiré, la jeune fille blessée perdrait beaucoup de sang. Souriant, Fan Hong se pencha vers la fille et lui demanda s'il pouvait essayer. La fille était un peu abasourdie. Fan Hong a répondu qu'il était médecin et s'est rendu chez la femme blessée. La fille aux cheveux noirs n'avait pas vraiment confiance en Fan Hong et a décidé qu'il valait mieux appeler une ambulance. Fan Hong s'est agenouillé à côté de la jeune fille et a examiné attentivement la blessure. Avec quelques mouvements habiles, il arrêta le saignement. Souriant, il a dit au mari de la jeune fille blessée qu'elle pouvait désormais être emmenée à l'hôpital pour des soins complémentaires. La fille aux cheveux noirs fut surprise, elle n'eut même pas le temps d'appeler une ambulance. Fan Hong a rappelé qu'il est l'élève d'un maître taoïste et qu'il connaît également le chinois traditionnel. De plus, il est également spécialiste en médecine traditionnelle. Dans ses pensées, la jeune fille aux cheveux noirs se demandait comment notre personnage principal avait pu arrêter le saignement, il est très jeune et ne ressemble pas du tout à un médecin. Alors que la jeune fille était distraite, un homme avec une cicatrice au-dessus de la lèvre la regardait parmi la foule. L'homme à la cicatrice a rapidement sorti une seringue de sa veste. Il était sur le point d'en injecter à la fille aux cheveux noirs. Il prit adroitement la femme aux cheveux noirs dans ses bras et courut, se cachant de l'homme à la cicatrice. L'homme était sous le choc et n'a pas eu le temps de comprendre ce qui s'est passé. La fille aux cheveux noirs était indignée. Une fille aux cheveux violets observait tout cela depuis un grand immeuble et trouvait ce spectacle intéressant. Après avoir fui l'homme à la cicatrice, Fan Hong et la fille aux cheveux noirs se sont arrêtés pour reprendre leur souffle. Fan Hong a demandé s'il était possible de poser une question à la fille, elle a demandé à nouveau avec surprise. Fan Hong a demandé avec un sourire si la fille s'intéressait à lui. Elle était dans la stupeur et extrêmement indemnisée. La fille l'a traité de fou, s'est retournée et est partie. Fan Hong a couru après elle, l'arrêtant. Il la suivait et n'arrêtait pas de répéter à quel point il était merveilleux. La jeune fille n'était visiblement pas du tout contente de cela. Elle s'est retournée et a dit à Fan Hong de la quitter d'un ton sévère. Fan Hong se sentait mal, tout nageait sous ses yeux, ses jambes commençaient à céder. Il commença soudainement à tomber et à perdre l'équilibre. Une seringue contenant du poison l'a frappé et Fan Hong et la jeune fille sont tombés au sol. La jeune fille s'est mise en colère, traitant Fan Hong de pervers. Ayant repris connaissance, Fan Hong réalisa qu'il était tombé directement sur la poitrine de la jeune fille. Elle rougit et était gênée. D'un seul mouvement, elle a emmené le héros dans un endroit vulnérable. Fan Hong grimaça de douleur. La fille est partie et il lui a crié toutes sortes d'insultes. Les gars en costume qui ont vu ça étaient inquiets et ont demandé à la fille si tout allait bien. Elle a répondu fièrement et calmement que tout allait bien, et avec une légère menace, elle s'est tournée vers Fan Hong, disant que s'il n'avait pas sauvé l'homme, sa situation aurait été encore pire maintenant, puis elle s'est retournée et est partie. Il y avait deux voitures noires garées dans la rue. Tenant la seringue à la main, Fan Hong pensait qu'ils envisageaient probablement de tuer la jeune fille parce qu'elle appartenait à une famille riche. Après s'être un peu calmé, Fan Hong s'assit en position du lotus et exécuta une sorte de rituel. S'étirant,
Il dit que la partie du poison qui lui pénétrait ne lui ferait pas de mal et qu'en général il était temps pour lui de reprendre ses esprits. Il prit le morceau de papier dans ses mains et le regarda, la perplexité était visible sur son visage. Phong s'est rendu compte qu'il ne savait même pas à quoi ressemblait sa fiancée et se demandait comment il la reconnaîtrait, mais il a une photo d'un homme qui est plutôt beau mais inférieur à Phong, mais sa fille est probablement très belle. Il était déterminé à retrouver sa femme. Deux grands immeubles à plusieurs étages se dressent au milieu de la ville, il s'agit de la société Hongtu. Phong a fait irruption dans le hall du bâtiment et a couru vers les filles assises au bureau d'inscription. Les filles regardèrent l'étrange jeune homme d'un air interrogateur. Phong souriait et riait, deux jolies filles étaient assises devant lui. Ses pensées lui disaient qu'il était temps d'arrêter de réagir ainsi envers toutes les filles et de se concentrer sur sa mission. Phong, enthousiaste, a posé une question aux filles. Il s'intéressait à Zhang Xushi, qu'il appelait sa femme. La jeune fille a été très surprise et a demandé s'il semblait que notre héros ait appelé le vice-président sa femme. Phong a été extrêmement surpris et a également demandé à nouveau. La jeune fille a soupçonné que quelque chose n'allait pas et a répondu comment pouvait-il ne pas savoir que Zhang Xushi est le vice-président, étant son mari. Phong a baissé les yeux et a menti, mais bien sûr, il sait et a également précisé que Zhang Xushi est son ami d'enfance, et maintenant 20 ans se sont écoulés depuis la dernière réunion. La fille aux cheveux noirs qu'il avait déjà vue à l'aéroport est apparue dans le bâtiment, a regardé sévèrement Phong et lui a posé des questions sur son ami d'enfance. La jeune fille posa à nouveau une question à Phong, il se tourna vers elle avec surprise. Le gars indigné s'est souvenu de la fille de l'aéroport et a commencé à exprimer ses griefs à haute voix. La fille l'a pris par la peau du cou et a tiré. La fille a demandé au gars d'un ton en colère ce qu'il venait de dire, ce à quoi Phong lui a répondu sarcastiquement. La jeune fille était embarrassée et se retrouvait avec toutes sortes de pensées obsessionnelles. Elle soupira et pensa qu'il était temps de mettre de côté son indignation et de se calmer. Elle s'est détournée et a ordonné à ses subordonnés de chasser Phong du bâtiment. Les subordonnés ont rapidement commencé à exécuter ses instructions. L'un d'eux a mentionné la position de la jeune fille, elle était vice-présidente. Phong a eu une révélation et a réalisé que la fille devant lui était Zhang Xushi. Les souvenirs revenaient à Phong. Il se souvenait de la façon dont lui et Zhang Xushi jouaient dans leur enfance et parfois il se moquait d'elle. Il sourit timidement et appela sa petite chou pour lui rappeler des souvenirs. Cependant, Zhang Xushi le regarda d'un air menaçant et dit que le jeune homme n'avait pas le droit de l'appeler ainsi. Les subordonnés du vice-président ont commencé leur mission et ont commencé à chasser Phong. Après l'avoir escorté hors du bâtiment, ils lui ont crié de s'en aller. Cependant, Phong, imperturbable, se leva et dit que si le prix n'apparaissait pas dans la seconde, Phong ne l'attendrait plus. Les subordonnés ont traité le jeune homme d'impudent et l'ont regardé avec colère. Les subordonnés ont commencé à essayer de toute leur force de le déplacer, mais le jeune homme n'a pas cédé. Ils ont réessayé mais encore une fois en vain. Phong était exactement aussi immobile qu'un rocher. Indigné, il s'apprêtait à partir. L'un des subordonnés du vice-président a suggéré de frapper Phong avec un pistolet paralysant. Le choc était déjà dirigé vers Phong. Mais ce bluff bon marché n'a pas fonctionné non plus. Soudain, sorti de nulle part, une voiture noire et chère s'est arrêtée. L'homme à l'intérieur a crié à tout le monde de s'arrêter. Un homme d'âge moyen avec une barbe est sorti de la voiture. Il a été vu plus tôt sur un morceau de papier que Phong regardait. C'était le président. Le nom du président était Zhang Muji. Il a commencé à s'excuser auprès du jeune homme, essayant par tous les moyens de se faire pardonner. Les subordonnés du vice-président ont été choqués par ce qu'ils ont vu. Phong regarda le président avec mépris. Phong, indigné, a déclaré au président que s'il avait été en retard d'une seconde, le jeune homme serait déjà parti. Le président l'a regardé nerveusement. Pour montrer l'importance de Phong, le président a crié à ses subordonnés de se rendre au service de comptabilité pour obtenir un paiement et de ne plus retourner au travail. Les subordonnés restèrent bouche bée devant les paroles choquantes du président et regardèrent avec enthousiasme. Afin d'atténuer la situation, Phong a noté que ses subordonnés prenaient la mission de manière responsable et que cela valait la peine d'être moins strict. Après avoir regardé sévèrement les ouvriers, le président a demandé d'un air menaçant pourquoi les ouvriers ne remerciaient pas le magnanime taoïste, après quoi, réalisant l'erreur, les subordonnés ont commencé à remercier Phong. Après quoi ils se sont rendus de nouveau au bâtiment, le président a indiqué où aller. Bientôt, ils arrivèrent dans un grand bureau rempli de tout le nécessaire pour travailler. La cloche sonna, c'était le numéro de téléphone du président Zhang Maozan. Il a décroché le téléphone et a brièvement répondu à l'appelant qu'il était au courant, après quoi il a raccroché. Le président voulait vraiment que notre héros se sente à l'aise, alors il a essayé d'aménager le bureau comme le souhaitait Phong. Le jeune homme intelligent a dit au président qu'il savait qu'il avait appelé aussi, c'était Zhang Xushi, sa fille. Fan HTSN suppose qu'elle a appelé pour se plaindre des situations qui se sont produites à l'aéroport et récemment dans le hall de l'immeuble. Souriant nerveusement, le président a répondu que Phong avait mal deviné. Le président a constamment traité Phong de jeune taoïste, mais le jeune homme lui a demandé d'arrêter de faire cela, et il devient clair que le président et le professeur Phong entretenaient une sorte de relation spéciale. Pour cette raison le président a essayé d'être poli avec notre personnage principal.
Le président a souri et a dit qu'il arrêterait de faire cela et a demandé quel serait le meilleur nom pour notre héros. Le jeune homme a répondu que vous pouvez simplement l'appeler par son nom, Fong. Après quoi, le président a déclaré avec un peu d'enthousiasme qu'il attendait le jeune homme depuis très longtemps. Fong a répondu que le président est étonnamment plus intelligent que Zhang Xushi, mais plus bête qu'il ne l'imaginait, le président était perdu. Fong s'est approché du président et a dit qu'ils étaient mis sur écoute. Le président fronça les sourcils, il a réussi à dire que c'était impossible. La seconde suivante, Fong a arraché un bouton de la veste du président d'un seul mouvement. Le bouton s'est divisé en deux et une puce électronique est apparue. Fong se tenait calmement. En soupirant, Fong s'est tourné vers le président, lui disant de ne pas baisser sa garde. Le président a été extrêmement surpris car ce bug ne peut même pas détecter un détecteur de métaux. Il a demandé à Fong comment il avait découvert la puce. Le jeune homme a répondu fièrement que s'il ne pouvait pas comprendre une telle bagatelle, le président l'aurait en vain traité de jeune taoïste. Fong est assis sur le canapé, les bras croisés et à ce moment-là, le président lui a demandé de calculer son sort futur. Fong a déclaré qu'il est capable de lire l'avenir, mais s'il raconte ce qui se passera dans le futur, la future génération du président devra en payer le prix. De plus, maintenant l'énergie vitale du jeune homme est plus faible, donc il vaut mieux se tourner vers son professeur avec une telle demande. Après une seconde supplémentaire, Fong a ajouté que pour résoudre le problème du président, il ne faut pas se fier à la prédiction de l'avenir, il existe une meilleure façon. Le président surpris a demandé quel genre de méthode le jeune homme proposait. Fong a suggéré que toutes les responsabilités et tous les trésors lui soient transférés et que les gens cesseraient alors de chasser la fille du président, mais cela signifie qu'il ne pourra pas les surveiller pendant qu'il garde le trésor. Cependant, la principale raison pour laquelle il est descendu de la montagne était Zhang Xushi. Fong s'est souvenu des paroles du professeur, qui disait que le jeune homme devait protéger le groupe Zhang et les trésors qu'il possède. Souriant, Fong exhorte le président à lui remettre rapidement les trésors. Cependant, le président dit que cela ne fonctionnera pas, que ce trésor ne peut pas simplement être emporté. Fong fronça les sourcils. Fong a été offensé et a demandé avec indignation, qu'est-ce que cela signifie qu'il n'est pas digne de confiance? Le président a souri et a répondu d'un ton calme que cela ne veut pas dire qu'il ne veut pas abandonner le trésor, le problème est que ce trésor ne peut pas simplement être pris et emporté. Toujours souriant, le président a précisé que son trésor est Zhang Xushi. Fong demande avec perplexité ce que cela signifie. Le président a commencé à expliquer à Fong que lorsque son professeur a découvert la recette d'un médicament miracle et l'a donné aux frères du monastère pour qu'ils descendent de la montagne, beaucoup d'entre eux ont été tués ou ont disparu et des escrocs ont vendu faux médicaments, qui a entraîné la mort de nombreux patients. Le gouvernement a dû intervenir. Fong a demandé avec surprise quel était le lien avec Zhang Xushi. Le président a commencé à dire que Zhang Xushi n'avait pas eu de chance depuis son enfance et qu'elle était très malade. Les médecins ont dit qu'elle ne vivrait pas plus de 6 ans. Fong a interrompu le président et a demandé si Zhang Xushi avait été guéri avec de vrais médicaments. En souriant, le président a noté que Zhang Xushi aurait 21 ans dans 6 mois et qu'elle se sentait tout simplement bien. Réalisant rapidement ce qui se passait, Fong a demandé au président si Zhang Xushi était le meilleur objet pour la recherche et encore plus précieux que la médecine. Fronçant les sourcils, il réalisa que son professeur l'avait envoyé comme garde du corps de Zhang Xushi. Une seconde plus tard, le jeune homme rusé constata que ses services coûtaient 1 million. Le président a répondu qu'il était prêt à conclure un contrat d'1 an avec le jeune taoïste pour 10 millions. Fong était très surpris. Il y eut un déclic et Zhang Xushi entra dans le bureau. Elle a commencé à s'indigner parce qu'elle ne voulait pas que Fong soit son garde du corps. Son père a répondu qu'il était au courant de ce qui s'était passé à l'aéroport. D'un ton sérieux, le président a déclaré qu'il avait déjà pris une décision et qu'il ne discuterait plus de rien. Le vice-président indigné a quitté le bureau en claquant la porte, continuant de prononcer diverses indignations. Fong a remarqué à quel point le président avait fait preuve d'intelligence. Une jeune fille aux cheveux bruns est entrée dans le bureau et a demandé si le président l'avait appelée. Le président a immédiatement décidé de présenter la jeune fille et Fong. Cependant, le jeune homme était plus rapide et l'a pris en main, il s'est approché d'elle, a prononcé son nom et lui a fait encore quelques compliments. La fille a été surprise. La jeune fille rougit et crut même que son cœur battait vite. Le nom de la fille était Xiao Ying. Le président a ordonné à Fong d'accompagner Xiao Ying sur le chemin de la maison de Zhang Xushi. Il y aurait une pièce qui attendrait Fong. Dans l'ascenseur, Fong a fait plusieurs tentatives pour impressionner la jeune fille. Cependant, Xiao Ying a considéré les déclarations de Fong comme indécentes et il a commencé à trouver des excuses. Une voiture noire coûteuse était déjà garée dans la cour. Shen Bishi est sorti pour rencontrer Fong et Xiao Ying. Shen s'est présenté et a demandé si Fong savait vraiment comment prédire l'avenir et lui a demandé de le prédire. Fong a précisé que son professeur peut lire l'avenir, mais lui-même ne le peut pas, mais il peut lire les auras des gens et a déclaré que Shen Bishi aurait de la chance. En le remerciant, Shen a invité Fong et Xiao Ying à monter dans la voiture. Intéressé, Xiao Ying a demandé personnellement à Fong s'il pouvait prédire l'avenir, ce à quoi il a répondu avec un sourire que bien sûr, il le pouvait.
Mais la seconde suivante, son visage changea et devint très sérieux. Il s'est précipité pour couvrir la jeune fille, ils ont tiré sur la voiture, Feng a pressé Xiao Ying contre les sièges pour la sauver des balles. Chan Bishi était simplement sous le choc parce qu'il tirait des balles perforantes. Il a précisé que la voiture était blindée et que la poussière était perforante, c'est-à-dire que l'arme utilisée pour tirer était de type militaire. Feng plaquait toujours Xiao Ying sur les sièges, Chan Bishi leur a dit de faire attention car d'autres voitures approchaient. Feng s'est ressaisi et, pensant logiquement, a déclaré que le tireur d'élite tirait très probablement de la gauche et se déplaçait à une vitesse décente, puis il a pardonné à Chen Bishi de suivre ses instructions, il a accepté. Il a demandé que les véhicules du cortège bloquent la vue de la flèche des deux côtés, juste au cas où. Après avoir répondu à la demande de Feng, Chen a demandé ce qu'il devait faire ensuite, Feng a répondu qu'il devait distraire le tireur d'élite, Chen a demandé comment faire cela. Avec un sourire sur son visage, Feng a dit qu'il devait changer de voiture, Xiao Ying a été extrêmement surpris. Chen Bishi était perdu et se demandait comment une telle personne pouvait protéger Zhang Shuqi. Xiao Ying a demandé comment il pouvait y parvenir pendant que les voitures roulaient. Feng a offert un cadeau à la voiture voisine pour qu'elle ouvre la fenêtre afin qu'il puisse sauter par-dessus, Xiao Ying était simplement choqué. Feng a attrapé la jeune fille par la taille et lui a dit de tenir bon, sinon une deuxième balle viendrait. Xiao Ying avait très peur mais obéit au jeune taoïste. En un instant, Feng a sauté par la fenêtre d'une autre voiture, Xiao Ying s'accrochant à lui. Une seconde plus tard, ils étaient déjà dans une autre voiture, Feng a félicité Xiao Ying, disant qu'elle avait tout fait correctement. En voyant cette astuce, Chen Bishi a noté que Feng n'était pas mauvais, qu'une autre personne serait difficilement capable de réaliser quelque chose comme ça. Feng a demandé au conducteur de la voiture actuelle de dire à Chen Bishi que les voitures devraient changer de voie à l'intersection et qu'en principe, les autres voitures devraient avoir une communication. Xiao Ying gardait toujours les yeux fermés après le saut dangereux d'une voiture à l'autre. Feng a tapoté la tête de la fille et lui a dit de ne pas s'inquiéter, car tout allait bien. Observant tout cela depuis le bureau, le président et sa fille Zhang Shuqi ont discuté du travail de Feng. Le vice-président était indigné, mais le président pensait que Feng faisait du bon travail. Zhang Shuqi a déclaré que si le président lui rappelait son amitié passée avec Feng, il a également demandé pourquoi son père avait envoyé Feng avec Ying Ge. Le président a répondu que c'est ainsi qu'il essayait d'attirer ceux qui recherchent Zhang Shuqi. Avec un visage sérieux, Zhang Shuqi a répondu qu'elle ne pourrait jamais faire confiance à Feng. Le coup suivant a lieu dans la voiture dans laquelle conduit Chen Bishi, le gars assis à côté de lui a noté qu'il n'y avait plus de signe de mouvement de la part des poursuivants, Chen lui a demandé de vérifier dans quelle voiture se trouvait Xiao Ying. Chen Bishi pensait qu'il était temps de revenir car le président et Zhang Shuqi pourraient être en danger. À ce moment-là, dans la voiture suivante, Feng a lu la main de Xiao Ying et a déclaré que la carrière montrait que le cheminement professionnel serait long et sans problème. Lorsque Xiao Ying a posé des questions sur la ligne d'amour, Feng a commencé à flirter ouvertement et a déclaré que son fiancé était très proche, ce à quoi Xiao Ying, en rougissant, a répondu que tout cela n'avait aucun sens. Feng a décidé de changer rapidement de sujet et a dit à Xiao Ying de ne pas oublier la sécurité et l'a attaché la seconde suivante. Soudain, sorti de nulle part, un camion est apparu et il se dirigeait droit vers la voiture dans laquelle se trouvaient Xiao Ying et Feng. La voiture était mal foutue, Xiao Ying se demandait si Feng avait prévu ce qui allait se passer et avait donc bouclé sa ceinture de sécurité. Feng a donné des instructions de ne pas sortir de la voiture et de protéger Miss Gu, et il s'occuperait lui-même des ennemis. Feng est sorti de la voiture et un grand nombre de personnes se sont rassemblées autour de lui. Le président et Zhang Shuqi, qui regardaient la scène depuis le bureau, ont réfléchi à quoi faire et le président a décidé d'appeler la police. Le président pensait qu'on pouvait faire confiance à Feng, car s'il sortait seul, cela signifiait qu'il avait confiance en lui. Zhang Shuqi a demandé à son père comment il pouvait faire confiance à Feng, il n'est pas immortel. Un autre camion s'est approché de la foule et l'occupant a défoncé la porte. Un type musclé avec un tatouage au-dessus de son sourcil est apparu du camion, il a commenté le saut de Feng et a fait tournoyer le couteau sur son doigt avec un regard méchant. Feng a deviné que ce type était un tireur d'élite. Le gars a demandé de leur donner la fille sinon il devrait paralyser Feng. Feng a répondu qu'il avait déjà vu quelque part ce type qui le menaçait et lui a demandé si c'était lui qui avait fait des histoires à l'aéroport. Le gars a répondu à Feng puis a interféré avec ses plans et s'il est le garde du corps de Zhang Shuqi, il devra tuer Feng. Feng a répondu que si c'était lui, il réfléchirait avant de dire quoi que ce soit et s'éloignerait. Feng a couru droit vers le gars. Le tireur d'élite n'a pas eu le temps de faire quoi que ce soit lorsque, d'un simple coup de pouce de Feng, il est revenu en arrière. Feng a attrapé la jambe de son adversaire et il a laissé tomber son couteau. Le gars était au sol en une seconde, Feng l'a jeté dans le virage. Ensuite, Feng a planté son propre couteau dans la peau du délinquant, qu'il a laissé tomber. Zhang Shuqi et Xiao Ying ont changé d'avis à propos de Feng après l'avoir vu au travail. Feng avec un sourire sur son visage a demandé s'il allait toujours le tuer, le gars avait peur et a demandé qui il était.
Fong remarqua dans sa vision périphérique que les subordonnés de son adversaire approchaient par derrière. Il se tourna et dit d'un ton sérieux que si quelqu'un bougeait, le couteau pourrait pénétrer dans le cœur de son patron. Le gars effrayé a dit que ses gars s'étaient déjà retirés. Fong a répété ce qu'il avait dit plus tôt. L'appel d'une sirène se fit entendre et la foule, paniquée, commença à se disperser. Shen Bishi a répondu que ce type était le 12e sur la liste des assassins les plus dangereux du monde. Fong a répondu que s'il arrivait au 12e rang, alors la liste était de la connerie. Shen a pensé au fait que Fong lui rappelle le gars numéro 1 sur cette liste et s'ils se rencontrent un jour, je me demande qui gagnera. Fong s'est tourné vers Shen Bishi et lui a dit qu'il lui laisserait le reste, et a également noté qu'il ne cherchait pas de problème ou de reconnaissance, donc s'il y avait une récompense, Shen pouvait la prendre pour lui-même. Shen pensait au fait qu'il pouvait souvent lire les jeunes qu'il rencontrait, mais il ne pouvait pas lire Fong. Après un certain temps, Fong et Xiao Ying se sont tenus devant l'appartement de Zhang Shuqi. En entrant dans l'appartement, Xiao Ying réfléchit à la façon dont cet homme aux belles formes pourrait être en même temps un sauveur de vie. Xiao Ying conduisit Fong dans sa chambre, elle était confortable et assez grande. À un moment donné, un appel a été entendu, c'était le téléphone de Fong. Le président l'a appelé, il l'a invité à une célébration en l'honneur de l'achèvement du grand projet de Zhao et il lui a également dit d'emmener Xiao Ying avec lui. Fong et Xiao Ying ont quitté l'appartement, une voiture les attendait déjà dehors, le chauffeur a noté que Fong devait s'habiller convenablement pour la célébration. Zhang Shuqi, assis dans la voiture, a commencé à dire avec indignation, ils attendront longtemps que Fong change de vêtements et ils seront en retard, de plus, il ne fait que partie de la sécurité, pourquoi devrait-il changer de vêtements? Fong était d'accord avec Zhang Shuqi et a suggéré d'y aller immédiatement. Zhang Shuqi a regardé depuis la voiture et a appelé Xiao Ying pour qu'elle s'assoie à côté d'elle. Xiao Ying était bouleversée et se demandait si elle aimait vraiment Fong plus que Zhang Shuqi. Fong s'est approché d'elle par derrière et lui a dit de ne pas s'énerver, il se reverrait. Xiao Ying détourna le regard avec confusion. Zhang Shuqi pensa en fronçant les sourcils, quel scélérat ce Fong est. Ils se sont rendus en voiture jusqu'au lieu de l'événement, une fille vêtue d'une belle robe chinoise les attendait à l'entrée. Elle était ravie de voir les invités et courut à leur rencontre. Les invités se sont salués et ont échangé quelques compliments. Fong a accordé une attention particulière à la fille, elle se demandait pourquoi le garde du corps agissait ainsi. Le président a commencé à s'excuser pour la franchise de Fong et l'a traité d'amie. La jeune fille était l'organisatrice de la fête et invitait tout le monde à l'intérieur. La jeune fille regardait les invités se diriger vers le lieu de la célébration. L'homme à côté d'elle a dit avec colère que cela valait la peine de confier sa langue à Fong. La jeune fille s'y est opposée et a déclaré que le président considérait Fong comme un ami et qu'elle n'avait jamais entendu une telle chose de sa part. Ils entrèrent dans la salle des fêtes, il y avait beaucoup de monde, tout le monde était joliment habillé. Le regard de Fong tomba immédiatement sur les filles joliment habillées. Xiao Ying regarda avec colère Fong qui surveillait les filles. Un gars et un homme sont apparus dans le hall, ils se sont excusés pour l'attente. Le président s'est tourné vers l'homme et son fils, disant qu'il avait lui-même des problèmes à résoudre en premier, puis s'est tourné vers le gars, son nom est Xiao Yike. Le président a noté qu'il avait entendu dire que le gars était un jeune homme exceptionnel. La foule a immédiatement commencé à discuter de la relation commerciale entre eux puisqu'ils sont liés par une recherche conjointe dans le domaine pharmaceutique, ainsi que de la relation entre leurs enfants Xiao Yike et Zhang Shuqi. Xiao Yike s'est approché de Zhang Shuqi et a commencé à lui parler. Fong regardait cela avec une expression détendue. Xiao Yike a invité Zhang Shuqi à boire en l'honneur de la réunion et de la coopération et lui a tendu un verre de vin. Zhang Shuqi a pris le verre et a répondu avec un sourire qu'elle ne boit généralement pas d'alcool, mais qu'aujourd'hui elle est prête à boire pour le toast de Monsieur Xiao. Elle commença à porter le verre à sa bouche. Mais de manière inattendue, Fong a pris le verre de Zhang Shuqi et a prétexté que Shuqi ne se sentait pas bien aujourd'hui, alors Fong boirait le verre. Il a également noté qu'il effectuait cette action en tant que marié, regardant Xiao Yike avec un sourire. Il but rapidement le verre tandis que Zhang Shuqi était indigné. Les ragots sacrés avec les paroles de Fong se sont immédiatement répandus dans la foule. Surpris, Xiao Yike a demandé si cela était vrai, car Fong était un moine ordinaire. Zhang Shuqi a commencé à trouver des excuses et à nier tout ce que Fong disait, mentionnant que Fong n'était qu'un garde du corps. Xiao Yike a déclaré qu'il savait que Fong était un garde du corps ordinaire et qu'il allait au-delà de ce qui était autorisé. Un cri a été entendu, quelqu'un a crié que l'homme était en train de mourir. Fong s'est retourné et il y avait une fille allongée sur le sol, se tordant de douleur. L'organisateur de l'événement a commencé à se frayer un chemin à travers la foule pour comprendre ce qui s'était passé. Elle regarda sur le côté, il y avait une fille excitée, et à côté d'elle se trouvait un gars aux cheveux bleus. L'organisateur s'est demandé où se trouvait ici la nièce du secrétaire adjoint Zhen Shonghua et qui était le gars à côté d'elle. La jeune fille se sentit mal, elle roula des yeux et ouvrit la bouche, à bout de souffle. Le gars aux cheveux bleus a dit que ce n'était pas le moment de savoir quoi que ce soit, il avait déjà appelé les secours, il a demandé à appeler. L'organisateur de l'événement pensait que si quelque chose arrivait à la jeune fille, cela affecterait non seulement elle mais aussi sa famille.
Fong s'est approché de la jeune fille et a commencé à l'examiner, notant que si rien n'était fait, elle mourrait. Le gars aux cheveux bleus a commencé à lui crier de ne pas intervenir et que Fong pourrait tout gâcher. Fong a sorti une aiguille et a commencé à sauver la jeune fille en utilisant la médecine traditionnelle chinoise. La jeune fille était toujours allongée, les yeux révulsés, le gibier lui piquant la poitrine. La jeune fille a commencé à cracher du liquide après l'action de Fong. Le gars aux cheveux bleus ne pouvait s'arrêter de crier et était en colère contre Fong. D'un ton sérieux, Fong a dit au gars de se taire. Zhang Shuqi se demandait comment Fong la sauverait si elle était à la place de cette fille. Fong a dit aux invités dans le hall d'appeler la police car la jeune fille avait été renvoyée. La police est arrivée, les employés ont été priés de sceller les lieux de toute urgence et de fouiller chaque recoin à la recherche d'objets suspects. L'organisateur a appelé le directeur Gong et Xiao Yike a réfléchi à ce qu'il voulait voir Fong en action. Elle s'est approchée du directeur Gong et lui a dit qu'elle ne pensait pas qu'il viendrait. Mais le directeur Gong est simplement passé devant elle sans rien dire. Il s'est approché de Fong et l'a traité de jeune maître et lui a dit qu'il l'admirait. Fong a demandé qui il était, ce à quoi le directeur a répondu que si Fong n'avait pas tué le baron de la drogue il y a 9 ans, il ne serait pas en vie. Fong a souri et a dit qu'il ne s'attendait pas à le voir ici et qu'il valait mieux l'appeler frère cadet. L'organisateur et Xiao Yike ont été choqués, ils ne soupçonnaient pas que le directeur Gong connaissait Fong. Le directeur Gong a déclaré qu'aujourd'hui ils avaient arrêté un criminel dont la blessure au couteau était la même que sur le corps du loup que Fong avait tué plus tôt. Fong sourit sournoisement, la détermination visible dans ses yeux. Le directeur Gong réfléchit un instant à ce que cela pouvait signifier. Mais ensuite, en riant, il a décidé de changer de sujet et a invité Fong à se revoir une autre fois. Xiao Yike était choqué que Fong connaisse le directeur Gong, et Zhang Shuqi a pensé au fait qu'elle voulait en savoir plus sur Fong le plus tôt possible. L'organisatrice de l'événement a déclaré que la réputation de l'hôtel avait été endommagée à cause de cet incident et qu'elle allait donc enquêter sur l'affaire. Fong a appelé la fille, l'organisateur s'est retourné et lui a demandé pourquoi il n'était pas revenu avec le directeur Zhang. Fong a répondu qu'il devait aller aux toilettes et a également dit qu'il voyait que la fille ne voulait pas lui parler et ne la dérangerait pas. Elle l'arrêta et lui demanda si le vin qu'il buvait était empoisonné. Fong a dit que la fille était intelligente et a confirmé sa supposition, le vin a bien été empoisonné, mais les poisons n'ont aucun effet sur lui. La jeune fille s'est retournée et a couru vers les lieux de l'incident. Elle pensait décidément à retrouver ce verre. Fong est sorti et une voiture l'attendait déjà dans la rue. Il est monté dans la voiture et a sorti ses écouteurs en s'appuyant sur la portière de la voiture. Fong a demandé à Shen Bishi s'il avait protégé frère Zhang. Shen Bishi a répondu en disant que toutes les instructions de Fong avaient été exécutées. Fong a souri de manière décisive et a dit qu'il commençait la chasse. Le chauffeur a prévenu qu'il y avait le pont Lishui devant et qu'il n'était pas dans les meilleures conditions, donc il a un peu peur. Fong a répondu avec confiance qu'il devrait continuer d'avancer et que Shen Bishi serait en alerte en cas d'urgence. Le conducteur était un peu tendu et nerveux. Une foule d'hommes armés était visible devant nous, le vieil homme aux commandes a crié au feu. La foule a commencé à utiliser ses armes. Les balles ont touché les voitures mais n'ont pas pénétré à l'intérieur. Le vieil homme a remarqué que le blindage de la voiture était surprenant, il voulait en profiter pleinement. Fong a dit au chauffeur d'avancer et de ne pas s'arrêter, le jeune homme a ajouté qu'il s'en occuperait lui-même. Un gars dans la foule a sorti une grenade propulsée par fusée. La grenade a tiré avec un rugissement et s'est envolée droit vers les voitures. Il y a eu un rugissement et une brillante explosion de voitures n'était pas visible à cause de la fumée. Shen Bishi est devenu nerveux et une goutte de sueur a coulé sur sa pommette. L'ancien commandant a ordonné que les femmes qui se trouvaient dans la troisième voiture soient arrêtées et que les autres soient tuées. Le vieil homme, compte de lui, a déclaré qu'il était sûr que Fong était mort. À ce moment-là, Fong est sorti de l'eau. Lors de l'explosion, ils ont réussi à sauter du pont dans l'eau. Fong, qui était sérieux, leur a dit avec colère de ne pas lui reprocher d'être dur. Le conducteur de la voiture dans laquelle se trouvait Shen Bishi a sorti une arme à feu et a dit qu'il le couvrirait. Shen Bishi a dit de suivre ses ordres et d'essayer de sauter dans la rivière. Shen a crié à tout le monde de sauter plus vite et ils ont suivi ses instructions en panique. Les gars ont couru aussi vite qu'ils ont pu et ont sauté du pont dans l'eau. Les adversaires étaient armés, ils visaient déjà les fuyards. Malheureusement, ils n'ont pas pu s'échapper et les ennemis armés ont frappé 2 hommes. Les corps des garçons gisaient sans vie, les hommes armés étaient toujours en alerte. Shen Bishi est devenu nerveux et a commencé à réfléchir à ce qu'il pourrait faire pour lui sauver la vie. Pour distraire les hommes armés, il a lancé une grenade. Les gars ont crié et sont également devenus visiblement nerveux. À ce moment-là, Shen Bishi a réussi à courir jusqu'au bord du pont et à sauter dans l'eau. Il s'est avéré qu'il ne s'agissait pas du tout d'une grenade, mais d'un thermos avec un lapin. Les gars se sont mis en colère. L'ancien commandant a dit que Shen Bishi n'avait plus d'importance, mais il y a ensuite réfléchi et a dit d'attendre. Il a crié aux gars de vérifier la voiture et de voir si Zhang Hongtu était là. Les gars ont vérifié la voiture, il n'y avait personne. Après en avoir informé le vieil homme, ils ont commencé à le lui ramener. Le vieil homme a commenté que Zhang Hongtu est un salaud habile. Son téléphone a sonné, leur patron a appelé, le patron a rapporté que Zhang Hongtu et Zhang Shuqi étaient à l'hôtel Jinzin et que les flics étaient en route.
c'était un piège. Le vieil homme fronça les sourcils, il réalisa que Zhang Antu avait l'intention de les attraper. Criant de battre en retraite, il s'est dépêché de quitter rapidement les lieux du crime. Un coup de sifflet se fit entendre et un fil passa dans la tête de plusieurs de ses acolytes. Ils tombèrent morts, le vieil homme se retourna et fut sérieusement effrayé par ce qu'il vit. Les hommes de main restants ont crié que Fan Hong était vivant. Imperturbable, Fan Hong, avec un regard sévère, se rapprocha de plus en plus du gang criminel. Le vieil homme avait peur et balbutiait que Fan Hong n'était pas mort de l'explosion, il n'en croyait pas ses yeux. En colère, il a crié que Fan Hong était trop jeune pour le combattre, il a ordonné à ses acolytes de capturer Fan Hong afin que le vieil homme le torture à mort. Fan Hong a répondu avec colère qu'il répondrait de tout le mal qu'il avait fait. En une seconde, il accéléra et courut vers eux de toutes ses forces. Avant que les gars n'aient eu le temps de cligner des yeux, des lignes blanches ont traversé l'air, personne n'a compris ce qui s'était passé. Les gars, coupés en morceaux en quelques secondes, commencèrent à tomber à la renverse. Et Fan Hong, à son tour, se rapprochait de plus en plus du vieil homme. Il avait peur et surveillait de près les actions de Fan Hong. Mais en un instant, Fan Hong a disparu, le vieil homme a commencé à secouer la tête à la recherche du jeune homme. Avec un cri, Fan Hong attaqua le vieil homme, qui n'eut pas le temps de se retourner. Comme j'étais déjà dans les réseaux de Fan Hong. À ce moment-là, Shen Bishi sortait de l'eau, un gars l'aidait. Shen Bishi l'a remercié, tout mouillé, il s'apprêtait à se diriger vers Fan Hong. Comment le gars s'est transformé en homme de papier, Shen Bishi a été extrêmement surpris par cela. Fan Hong se tenait au bord du pont, Shen Bishi lui jeta un coup d'œil. La seconde suivante, il se précipita vers le jeune homme. Dans les mains de Fan Hong il y avait une aiguille, il le regarda pensivement. Shen Bishi s'est arrêté et a été horrifié. Fan Hong se tenait parmi les adversaires tués, Shen Bishi a pensé à ce que Fan Hong a dû traverser, car il est encore si jeune mais très dangereux en tant que prédateur. Fan Hong a calmé l'oncle Chenya en disant que tous les ennemis étaient vulnérables, mais Shen Bishi s'intéressait à la façon dont Fan Hong avait transformé la poupée en une personne vivante. Shen Bishi a également demandé si tout allait bien avec Zhang, Shuxi et Miss Gu, ce à quoi Fan Hong a répondu qu'ils allaient tous bien. Après que Shen Bishi ait demandé pourquoi, Fan Hong lui a dit de rester dans la voiture parce qu'il aurait pu mourir. Fan Hong a déclaré que la pièce avait besoin d'un public et que Shen Bishi était en sécurité tant que Fan Hong était là. Shen Bishi a été offensé et a dit qu'il n'était pas son spectateur et comment pouvait-on dire une telle chose. Quelqu'un frappa la table avec son poing, il était visiblement en colère. Xiao Yike est entré dans le bureau de son père après un accident, c'est son père qui a heurté la table. Xiao a demandé à son père pourquoi il était si en colère, son père a répondu que l'équipe 3 était complètement vaincue. Il a continué et a dit qu'il était sûr que Fan Hong les avait tués. Xiao Yike a souri et a demandé si son père parlait du pauvre taoïste. Le père a souligné que son fils était stupide et a ordonné d'envoyer immédiatement des messages au capitaine des première et deuxième équipes. Xiao Yike s'est promis que tôt ou tard Fan Hong regretterait de l'avoir insulté. À ce moment-là, Fan Hong était déjà dans l'appartement, il est sorti de la douche, soudain, son téléphone sonna. Le président l'a appelé, il lui a demandé comment tout s'était passé et lui a mentionné qu'il avait fait en sorte que Fan Hong étudie à l'université où étudiait Zhang Shuqi, la vie scolaire commence demain. Fan Hong sourit et pensa que si le président voulait que Fan Hong prenne soin de sa fille, il pourrait le dire directement. Fan Hong s'allongea sur le lit et réfléchit au prochain jour d'études. L'idée lui traversa l'esprit qu'il y aurait beaucoup de belles filles à l'université. L'établissement d'enseignement s'appelait Université des sciences et technologies de Xinhui. Les élèves, surtout les filles, se précipitaient déjà vers l'école. Fan Hong a regardé cela et a pensé que le campus n'avait pas échoué. Une fille l'a appelé et a commenté la façon dont il regardait les hanches des filles. Fan Hong l'a reconnu, c'était Dongju. Dongju était l'ami d'enfance de Fan Hong. Fan Hong était surpris de voir à quel point Dongju avait changé pour le mieux. Tandis que Fan Hong se retirait dans ses souvenirs, elle a plaisanté en disant qu'il était en colère contre elle pour avoir interrompu son observation des cuisses des filles. Poursuivant la plaisanterie, elle dit qu'en retour elle était prête à montrer ses cuisses. Et autre chose, mais seulement en privé. Fan Hong était très embarrassé et rougit même devant les actions de la jeune fille. Il s'est détourné et a dit que si elle continuait à se comporter de la même manière, il ne communiquerait plus avec elle. Dongju s'est accroché à Fan Hong et a dit qu'elle l'emmènerait à la salle à manger. Dongju commença à lui poser des questions et ils se dirigèrent vers la salle à manger. Ils ont été remarqués par des gars qui connaissaient Dongju, ils n'aimaient pas Fan Hong et la façon dont Dongju se comportait avec lui. Les gars avaient déjà commencé à élaborer un plan pour donner une leçon à Fan Hong. L'un d'eux aimait vraiment Dongju, donc il était le plus en colère. Dans la salle à manger, un grand nombre de filles se pressaient autour d'un gars. Fan Hong regarda Han Dongfang avec envie, c'est le frère de Dongju. Les filles parlaient toutes de Han Dongfang comme s'il était une sorte de célébrité. Han Dongfang était vraiment beau, il ressemblait au rêve de presque toutes les filles. De plus, il aimait aussi flirter avec eux. L'admiration des filles pour Han Dongfang a presque conduit à des bagarres. Dongju a regardé cela et s'est senti extrêmement embarrassé. Han Dongfang a porté une bouteille de cola à ses lèvres pour étancher sa soif. Avant qu'il puisse prendre une gorgée de son verre, quelqu'un lui tira la joue. Fan Hong a souri et a commencé à commenter l'apparence de Han Dongfang.
Les fans de Han Dongfang étaient furieux des actions de Fang. Han Dongfang a menacé Fang, qui lui tirait toujours la joue d'un air taquin. Fang a dit avec un sourire qu'un tel garçon ne pouvait pas aggraver ses problèmes. Fang a dit qu'il pouvait calmement le frapper à Donju, et il a répondu que Fang n'était qu'une bête. À ce moment, quelqu'un a appelé Donju, elle a répondu à l'appel et a dit qu'elle serait bientôt là. Elle a crié aux gars qui se disputaient, leur disant de ne pas lui créer de problème. Ils se séparèrent pour ne pas se parler. Han Dongfang s'est retourné et a dit qu'il allait dormir au dortoir. Fang s'est occupé de lui et a pensé qu'il n'avait pas changé du tout, mais au diable tout ça, il faut payer pour la formation. Les fans de Han d'enfant se sont mis en colère et lorsque leur idole est partie, ils ont attaqué Fang. S'éloignant enfin d'eux, il s'arrêta pour reprendre son souffle. Il réalisa qu'il était arrivé là où il allait. Il devait payer les frais de scolarité, le gars est allé au bureau, il y avait 2 belles filles là-bas. La jeune fille assise à table lui a demandé de montrer ses cartes d'identité, son avis d'inscription et lui a demandé dans quelle spécialité il étudiait. Fang a répondu avec un sourire qu'il allait étudier la médecine. La fille qui se tenait à côté de moi a dit que les frais de scolarité s'élevaient à 11 200 yuan. Fang s'est indigné de la raison pour laquelle c'était si cher et, par habitude, a demandé une réduction. La fille a répondu que ce n'est pas un marché et qu'on ne peut pas faire de commerce ici. Elle soupira et dit que si le montant était trop élevé pour lui, il pourrait contracter un prêt étudiant. Fang s'est souvenu qu'on lui avait donné une carte et a dit qu'il n'avait pas besoin de prêt, qu'il paierait tout avec une carte. La jeune fille a dit qu'il n'y avait rien de honteux dans les problèmes financiers, qu'il n'était pas nécessaire de prétendre être riche. Fang a répété qu'il n'avait pas besoin d'un prêt et a remis une carte aux filles. La jeune fille a décidé de vérifier le solde de la carte car les actions de Fang étaient contradictoires. La jeune fille a sorti un terminal et y a inséré une carte. Ses yeux s'écarquillèrent et elle fut très surprise. Fang avait 5 millions de yuan à son bilan. La jeune fille s'est levée d'un bond et a demandé si c'était vraiment sa carte. Fang a répondu calmement que c'était sa carte et a demandé si tout allait bien. La jeune fille a répondu d'un ton fort à Fang qu'il ne devait pas plaisanter sur elle, qu'il devait payer et partir. La jeune fille était déçue que des gens aussi riches prétendent être pauvres. Fang se dirigeait déjà vers le dortoir lorsque 2 gars qu'il avait vus le matin l'ont remarqué et ont décidé de l'attraper. Fang s'est approché d'un passant pour lui demander où se trouvait le dortoir des étudiants de première année. Ces gars l'ont appelé par derrière, ils étaient en colère. Fang se retourna et les regarda d'un air interrogateur. Fang a demandé aux gars qui ils étaient, car il ne s'en souvenait même pas. Le gars a menacé de rester loin de sa petite sœur. Fang réfléchit à la petite sœur dont il parlait et à qui il avait déjà offensé. Le gars s'appelait Nifeng. Il a dit que Donju était sa femme et que Fang ne devrait pas l'approcher, sinon Nifeng menacerait de se casser les jambes. Fang a continué à sourire et à noter que personne ne l'avait menacé ainsi depuis son enfance. Le sourire de Fang rendit Nifeng encore plus en colère, et il l'attrapa par le col et le souleva d'un coup. Une voix de femme se fit entendre, c'était Donju. Elle demanda avec indignation ce qui se passait. Elle regarda avec colère les gars qui se chamaillaient. Nifeng déposa Fang et dit calmement avec un sourire qu'il allait lui parler des règles du campus. Donju plissa les yeux et dit que Nifeng n'avait pas vu Fang manger des animaux sauvages dans les montagnes et briser de grands arbres. Nifeng faisait semblant d'être heureux avec Fang et s'il était l'ami de Donju, cela signifiait qu'il était aussi son ami. Donju regardait toujours Nifeng et lui dit docilement de chercher un autre disciple et se tourna vers Fang. Elle a pris la main de Fang et l'a entraîné. Cela rendit encore plus furieux Nifeng, déjà en colère. Nifeng a résolument déclaré qu'il briserait les jambes de Fang. Fang a demandé à Donju si lui et ce type sortaient ensemble, elle a demandé ce qu'il voulait dire. Fang a souri et a dit qu'il était une meilleure option et a commencé à se féliciter. Donju détourna le regard et rougit, elle lui répondit doucement sarcastiquement. Puis elle l'a regardé et a demandé avec indignation pourquoi Fang n'avait pas répondu à ses appels. Fang a décroché le téléphone et l'écran a montré 11 appels manqués de Donju et 3 2 ans ont tué. Fang a souri sournoisement et a demandé à Donju pourquoi elle avait appelé tant de fois. La fille a rougi profondément mais a répondu s'il savait où il vivrait. Fang a répondu que non, et la fille s'est précipitée vers le dortoir. Ils sont arrivés au dortoir, Donju a commenté que c'était sordide. Il y avait une odeur désagréable dans le dortoir, Donju a demandé d'où elle venait. Fang a dit que c'était l'odeur qui l'accompagnait depuis 20 ans. L'odeur des hommes, de leur sueur et de leurs pieds. Fang a frappé à la porte de la chambre 502. Une voix d'homme se fit entendre derrière la porte et quelqu'un commença à ouvrir la porte. Un beau mec apparut sur le seuil, il n'était pas encore habillé et sortit avec sa chemise déboutonnée. En le regardant, Donju rougit et devint embarrassé. Le gars était gêné qu'il y ait une fille là-bas, il a fait un bruit incompréhensible. Et fermé la porte devant Fang et Donju. Derrière la porte, on entendait quelqu'un s'agiter et bruisser. Le gars a rouvert la porte, cette fois il était habillé et avait l'air très soigné, son nom est Limu et il deviendra le colocataire de Fang. Fang s'est présenté et a également présenté Donju, et a salué ses nouveaux voisins. Une autre voix masculine a été entendue, c'était un autre gars, il s'appelait Shen Fan, il est également apparu dans l'embrasure de la porte dès qu'il a entendu une voix féminine. Le gars a vu Donju et a dit qu'elle était mignonne, faisant rougir la fille.
Décidément, il lui tendit son smartphone pour qu'elle puisse l'ajouter à WeChat. Un autre gars est arrivé, il portait des lunettes. Le gars avec les lunettes s'appelait Zanjinz, Chen Fan l'a traité d'ennuyeux. Lui répondit-il sarcastiquement, ajustant ses lunettes avec son majeur. Fang s'est souvenu que Donju avait beaucoup à faire, alors il a dit qu'il ne la dérangerait plus et l'a accompagnée jusqu'à la porte. Finalement, elle a rappelé au gars que la réunion des étudiants de première année aurait lieu à 19h. Limu l'a complimenté et la fille a dit au revoir à tout le monde. Chen Fan a commencé à taquiner Fang en se faisant passer pour Donju. Fang rit. Il a également imité Chen Fan, disant que s'il se comportait ainsi, les filles penseraient qu'il était un idiot. Fang a également mentionné que Donju est un étudiant de deuxième année. Chen Fan a demandé de révéler le secret pour trouver une petite amie de deuxième année. Limu les a interrompus et a dit qu'il avait une proposition. Il a suggéré que nous allions dans un endroit amusant après la réunion des étudiants de première année. Chen Fan était très intéressé, mais surtout il s'intéressait aux filles. Limu a promis beaucoup de belles filles, mais leur capacité à gagner leur cœur ne dépend que d'elles. Zanjinz roula des yeux accusateurs, disant que ces gars-là ne pensent qu'aux femmes, ce serait mieux s'ils lisaient des livres. Chen Fan s'est tourné vers Zanjinz et lui a demandé s'il y irait à la fin, et malgré ce qu'il avait dit plus tôt, il a dit qu'il y irait. Fang a réfléchi à ce qu'il devrait protéger Zanshuki et ne devrait pas être loin d'elle. Ro ne veut pas non plus décevoir ses nouvelles connaissances. Les gars regardèrent Fang avec surprise, mais il se demanda pourquoi il était si indécis. Limu a demandé si Fang les accompagnerait. Il soupira et dit avec un sourire qu'il ne manquerait pas l'occasion de s'amuser. Chen Fan a sauté de joie et a dit qu'il serait assez ivre aujourd'hui. Fang a regardé les gars et a pensé qu'ils étaient si faciles à remonter le moral. Quelques heures passèrent, ils étaient déjà dans le bâtiment de l'école, tous les étudiants de première année étaient rassemblés dans la salle de réunion. Limu a dit qu'il avait entendu dire que Jinzu tiendrait en personne la réunion pour les étudiants de première année, d'autres personnalités importantes du collège seront également présentes. Limu a également noté que Jinzu avait l'intention de prendre un ou deux étudiants de première année comme étudiants. Zanjinz a également ajouté que l'étudiant de première année qu'il choisit doit être doué. Il a également expliqué que Jinzu est un académicien de l'Académie des sciences de Huaxia et qu'il travaille comme médecin-chef à l'hôpital neurologique de Wudu depuis plus de 10 ans. Il est également un expert de renommée mondiale dans le domaine de l'acupuncture. Il a dit que c'était un grand honneur d'être l'élève de Jinzu. Fang s'est intéressé et a demandé le nom complet de Jinzu. Zanjinz a répondu que le nom complet du doyen est Zuyuke. Limu a dit que Jinzu était déjà là. Un vieil homme et quelques autres gars entrèrent dans la salle. Maintenant, le même génie de la médecine traditionnelle chinoise, Zuyuke, se tient devant les étudiants de première année. Fang regarda le vieil homme et pensa qu'il était vraiment une personne inhabituelle. Jinzu a déclaré qu'il était heureux de voir de nombreux nouveaux visages au collège, mais a noté qu'aucun d'entre eux n'avait de talent pour le moment. Il a dit qu'ils devaient tous mettre de côté leur fierté et considérer l'université comme un point de départ. Le public a applaudi et il y a eu un rugissement. Il a ensuite demandé qui connaissait la devise de l'université. Tous les étudiants ont crié ce qu'ils savaient, mais seul Fang était assis calmement, les bras croisés. Et puis Jinzu a demandé s'il connaissait la devise du collège. Tout le monde se tut immédiatement et commença à être surpris que le collège ait aussi sa propre devise. Jinzu soupira et fut déçu qu'aucun des étudiants ne connaisse la devise. Déçu, Jinzu s'est retourné et a commencé à marcher vers la sortie. Soudain, quelqu'un lui cria dessus, Jinzu est arrivé. C'était Fang. De nouvelles connaissances ont été surprises qu'ils connaissent la devise du collège. La fille qui se trouvait dans le bureau où Fang payait les frais de scolarité était très surprise de connaître la devise du collège. Fang a répondu que la devise du collège est l'amitié honnête et la bonne conduite, et il a également ajouté que cette devise est tirée de la prose ancienne. Les nouveaux amis de Fang étaient stupéfaits. Jinzu a regardé Fang, disant que s'il voulait montrer sa supériorité sur les autres, alors il n'avait pas sa place ici. Jinzu a tapoté le sol avec sa canne. Jinzu a dit à Fang de quitter les lieux. Fang pensait que puisque le vieil homme voulait le mettre dehors, il devait en savoir plus sur lui. Chen Fan a défendu Fang et a déclaré que l'étudiant ne pouvait pas être expulsé comme ça. Zanjinz a également défendu Fang. Jinzu a regardé les gars avec colère et a dit que tous les gars vivant dans la chambre avec Fang avaient été expulsés de l'université. Les voisins de Fang étaient tous sous le choc, seul Fang restait calme. Fang a dit à son ami de s'asseoir d'un ton sérieux. Et puis il a continué, il a dit que les gars n'étaient pas responsables de cela et que seul Fang en était responsable. Le regard de Fang était décisif, pas une goutte d'excitation n'était visible sur son visage. Jinzu l'a remarqué, et des pensées lui ont également traversé la tête selon lesquelles la confiance et l'intrépidité étaient également visibles dans son regard. Jinzu s'est arrêté et a demandé ce que Fang voulait apprendre dans cet établissement d'enseignement. Fang a répondu avec confiance qu'il envisageait d'étudier la médecine traditionnelle chinoise. Tous les étudiants présents dans la salle de réunion ont été très surpris. Jinzu a posé une condition à Fang, il l'accepterait comme étudiant s'il répondait correctement. Les amis de Fang ont été tout simplement choqués par cette nouvelle. Fang a changé et a dit qu'il refusait l'offre de Jinzu. Les étudiants chuchotaient et discutaient de Fang. À ce moment, Jinzu a demandé à Fang s'il avait tout entendu correctement.
La petite fille de Dinzu se demandait pourquoi il refusait, car une fille engage rarement quelqu'un comme étudiante et beaucoup sont prêtes à déplacer des montagnes pour une telle opportunité. Le doyen s'est beaucoup intéressé à Fan Hong, il lui demande pourquoi il ne veut pas devenir son élève, pense-t-il vraiment que Dinzu ne peut rien lui apprendre? Fan Hong a répondu que oui, mais il y a une autre raison. Tout le monde le regardait comme s'il était un imbécile et en discutait même à voix haute. Le doyen n'aimait pas l'arrogance de Fan Hong, mais le vieil homme voulait en connaître la raison principale. Fan Hong a répondu qu'il ne pouvait pas accepter l'offre du doyen puisque le jeune homme avait déjà un maître et qu'il devait d'abord obtenir sa permission. La petite fille du doyen regardait tout cela avec beaucoup d'intérêt, elle se demandait qui pouvait être plus puissant que son grand-père. Dinzu a répondu qu'il ne forcerait pas Fan Hong, mais qu'il n'était pas nécessaire qu'il soit étudiant, Fan Hong pouvait l'appeler grand-père, comme le fait Kexin. Les étudiants ont de nouveau soulevé un chahut en discutant des raisons pour lesquelles le doyen a décidé de prendre Fan Hong comme élève. Kexin s'est levé et a crié ce que grand-père disait. Le doyen a déclaré que tout était réglé, a distribué les tâches à ses adjoints et s'est dirigé vers la sortie. Fan Hong répéta son grand-père, et réfléchit. Le doyen était déjà sorti. Zhang Hongtu l'a appelé, il lui a demandé pourquoi il avait recommandé ce type en particulier, mais a ensuite dit que Fan Hong lui convenait très bien. Zhang Hongtu, de l'autre côté de l'écran, a déclaré que la perspicacité du doyen était exceptionnelle et ils ont mis fin à leur conversation. Les gars sont sortis et Fan Hong les a remerciés d'être intervenus. Limu a noté que Fan Hong perdait tant d'opportunités en refusant de devenir l'élève de Dinzu. Zhang Jing a également rappelé que Dinzu avait dit que Fan Hong pouvait l'appeler grand-père, ce qui signifie que le doyen est vraiment très intéressé par le garçon. Fan Hong commença à se vanter, une vague de narcissisme l'envahit pendant quelques instants. Bientôt, les gars étaient déjà en route vers le bar. C'était la voiture de Limu, les gars l'admiraient. Fan Hong pensait que la passion pour les filles et les voitures était dans le sang des hommes, seul Fan Hong n'a pas de permis de conduire. Les gars se sont rendus à un établissement appelé Landan Club. Le club était bruyant, les gens se détendaient et s'amusaient. Une fille aux cheveux courts s'est dirigée vers Limu et lui a dit qu'elle l'attendait. Les gars sont entrés dans le club, Limu s'est senti en confiance et Fan Hong a regardé autour de lui. Limu a conseillé de ne pas perdre la mâchoire à la vue des filles. Une fille avec une coupe de cheveux courte s'est approchée de Limu et lui a dit que sa pénalité pour son retard était de boire un verre. Limu ne pouvait tout simplement pas refuser une telle offre. Les gars étaient stupéfaits et regardaient avec envie comment Limu traitait les filles. Limu a dit aux gars de ne pas rester là et boire avec les filles. Fan Hong s'est approché des filles qui buvaient et a commencé à faire connaissance. Soudain, son regard se tourna vers deux filles assises à proximité. C'était Zhang Shuqi et Xiao Ying. Les gars les ont harcelées, proposant à Zhang Shuqi, déjà très ivre, de boire un autre verre. Xiao Ying s'est assise à côté de son amie et l'a aidée parce que la fille était très ivre. Xiao Ying a commencé à faire boire encore plus à Zhang Shuqi. Les gars ont continué à insister et ne sont pas restés à la traîne des filles. Le gars a commencé à faire pression sur Xiao Ying, disant à quel point il était difficile pour Zhang Shuqi de se rendre à cet événement d'entreprise et qu'il serait impoli de partir maintenant. Xiao Ying a souri et a dit que la facture avait déjà été payée par Shuqi, ce serait donc poli. Le gars n'était pas à la traîne, il a dit que Xiao Ying pouvait partir s'il le voulait, mais que Shuqi devrait rester et s'amuser. Xiao Ying s'est demandé pourquoi Shuqi devait rester avec elle aujourd'hui. Le gars a répondu qu'il paierait la facture et a souri sournoisement. Le gars a changé de look et a dit sérieusement que Xiao Ying n'emmènerait Zhang Shuqi nulle part. Fan Hong a regardé tout cela et n'est pas intervenu. Un homme est apparu derrière le gars qui harcelait Zhang Shuqi. D'un seul mouvement de la main, il a renversé le gars, c'était un autre garde du corps de Zhang Shuqi. Le type immobilisé a commencé à menacer l'homme. Le garde du corps appuya silencieusement sur la main du gars. Une vive douleur parcourut son corps, le gars cria. Le garde du corps a menacé que si le gars disait quelque chose, ses jambes seraient les suivantes. Il grimaça et se mordit la langue pour ne faire aucun bruit à cause de la douleur. Le garde du corps a dit d'emmener Zhang Shuqi d'ici vers un endroit plus sûr. Xiao Ying a à peine soulevé Zhang Shuqi pour l'emmener à la voiture et s'est indigné de la raison pour laquelle elle avait autant bu. Fan Hong a dit à ses amis qu'il allait aux toilettes et les a laissés, mais en fait il s'en est pris à Xiao Ying et Zhang Shuqi. Ce jour-là, Ni Feng était également dans ce club, il remarqua Fan Hong et décida de le récupérer. Il soupira de fumer de cigarette et regarda Fan Hong de près. Sérieux, il a dit qu'il avait l'intention de casser toutes les jambes de Fan Hong pour qu'il ne puisse plus s'approcher de Dongju. Le type a quitté l'établissement et a prétendu qu'il était là par accident. Xiao Ying, surpris, lui a demandé ce qu'il avait oublié ici. En souriant, Fan Hong remarqua qu'il ne ressemblait pas à des amoureux de tels endroits. Xiao Ying avait besoin de retourner dans l'entreprise pour affaires, alors elle a demandé à Fan Hong d'emmener Zhang Shuqi au dortoir. Fan Hong a plaisanté en disant qu'il avait un lit libre dans sa chambre, ce à quoi Xiao Ying, levant les yeux au ciel, a répondu qu'il devrait l'emmener au dortoir des femmes. Fan Hong a imaginé le dortoir des filles alors que les filles changeaient de vêtements et rougissaient. Fan Hong a dit que Xiao Ying pouvait compter sur lui, mais il était clair sur le visage du gars qu'il pensait clairement à la mauvaise chose. Fan Hong et Zhang Shuqi montaient calmement dans la voiture. Le visage de Zhang Shuqi était légèrement rouge à cause de l'ivresse et elle était assise les yeux fermés.
Feng la regarda et pensa qu'elle était très belle, mais son caractère était moyen. Soudain, quelque chose s'est soudainement approché du visage de Feng. C'était Zhang Shuqi, elle l'a serré dans ses bras, le visage du gars est devenu pierre, il n'a pas compris ce qui s'était passé. La jeune fille commença avec un grand essoufflement et dit qu'elle voulait quelque chose. Feng est devenu rouge partout. Il ne savait pas quoi faire, la fille le serra dans ses bras et respirait lourdement. Elle a commencé à s'approcher, Feng a commencé à trembler de partout. La fille a finalement dit qu'elle voulait de l'eau, elle était tourmentée par la soif. Feng, s'étant calmée, a dit qu'il n'était pas nécessaire de parler avec un tel essoufflement, sinon elle tourmentait une personne en vain. Il lui a donné de l'eau et Zhang Shuqi a commencé à avaler l'eau avec avidité. Elle a bu la bouteille entière d'un trait jusqu'à la dernière goutte, a regardé Feng avec fascination. Feng était très embarrassé, car ses actions éveillaient un peu ses sentiments. Puis elle a embrassé Feng sur la joue, ce à quoi il ne s'attendait pas du tout. Le gars a immédiatement rougi et la fille a remercié Xiao Ying, croyant que c'était elle qui était dans la voiture avec elle. Feng, toujours en rougissant, a dit à Zhang Shuqi de ne pas l'accuser de harcèlement plus tard, car elle-même était impliquée. Le téléphone a sonné, c'était Limu qui appelait Feng. Il a demandé où Feng était allé et où il se trouvait. Limu a dit que quelqu'un cherchait Feng et lui a demandé quand il avait eu des ennuis. Feng a répondu qu'il avait des questions importantes à régler, mais qu'il reviendrait bientôt. Feng a répondu docilement qu'il arriverait bientôt et a raccroché. Il se demandait à qui il pourrait faire du mal, car presque personne dans la ville ne le connaît. Ils arrivèrent au dortoir des femmes, Feng est sorti de la voiture et a pris Zhang Shuqi dans ses bras. Il entra dans le bâtiment et fut accueilli par une gardienne, le gars a demandé à le laisser entrer, parce que Zhang Shuqi était très ivre. La gardienne a regardé Feng avec colère et a dit qu'elle ne le laisserait pas passer parce qu'elle n'allait pas être tenue responsable de ses actes. Il s'est montré du doigt et a demandé s'il avait l'air d'un idiot. Elle a répondu que tout le monde répondait comme ça et qu'aucun gars honnête n'était venu. Puis Feng l'a invité à emmener Zhang Shuqi. La gardienne s'est rendue compte que la fille était Zhang Shuqi, elle a proposé d'appeler ses voisins pour qu'ils l'escortent jusqu'à sa chambre. Le voisin Zhang Shuqi est descendu et est venu la chercher pour l'emmener dans sa chambre. Elle jeta un coup d'œil à Feng et se demanda quelles affaires il avait avec Zhang Shuqi. Feng s'est rendu compte que la rumeur selon laquelle un type avait amené Shuqi ivre se répandrait rapidement, mais il s'est ensuite rappelé qu'il devait retourner au club. Feng est arrivé au club et a commencé à s'approcher de l'entrée. Il sentit quelqu'un s'approcher de lui par derrière et se retourna. Nifeng et son ami l'ont appelé et ont menacé de briser les jambes de Feng. Feng a reconnu Nifeng et a déclaré qu'il était peu probable qu'il puisse lui casser les jambes. Nifeng a continué à lancer des insultes à Feng. Nifeng n'était pas seul, il y avait beaucoup plus de gars à ses côtés, certains avec des chauves-souris. Feng a soupiré et a dit qu'il n'aime pas par-dessus tous les hooligans stupides. En un instant, il sauta de son siège et courut vers les gars. En quelques touches, il a pu éliminer 5 gars en quelques secondes. Feng en a assommé 3 autres en courant et s'est arrêté devant Nifeng. Il a calmement déclaré qu'il n'aurait pas de seconde chance de se relever. Nifeng était sans voix, il ne pouvait pas croire que Feng soit capable d'une telle chose. Nifeng s'est rapidement retourné et s'est enfui de Feng. Feng n'avait pas l'intention de laisser Nifeng partir, il ne lui était pas difficile de le rattraper. D'un seul mouvement de la main, Feng jeta Nifeng au sol. Feng a menacé que Nifeng ne l'approcherait plus et que le gars s'en souviendrait sûrement. Il y a eu une crise, Feng a soudainement marché sur le pied de Nifeng. Une vive douleur l'a transpercé, Feng s'est cassé la jambe. Nifeng a déclaré que puisque Feng est si courageux et fort, il inviterait quelques autres de ses connaissances. Feng n'était pas du tout gêné par cela, il répondit qu'il acceptait les règles de Nifeng. Nifeng a appelé son ami qui avait une dette envers Nifeng et lui a dit de venir de toute urgence au club landais. Feng est retourné au club, mais ses amis pensaient qu'il ne reviendrait jamais, les gars l'ont invité à prendre un verre. Feng a souri et a demandé pourquoi seulement un verre. Les yeux des gars se sont agrandis face à la quantité d'alcool commandée par Feng. Feng lui-même s'est assis et a dévoré calmement une bouteille de bière après l'autre. Il rit et dit qu'il était désormais pardonné. Shen Fan a regardé avec surprise Feng boire une bouteille après l'autre. Feng a déclaré qu'il possédait une technique secrète et que l'alcool ne l'affectait pas du tout. À ce moment-là, quel type a appelé Feng dans le micro? Limu fut à nouveau surpris que Feng cherchait quelqu'un pour voir ce qu'il avait fait. Limu a reconnu le gars qui a appelé Feng, c'était le fils de Yang Tianqi, le loup féroce du gang des loups et des 3 tigres. Ce gang est au service du propriétaire de l'hôtel Jinjin. Limu a voulu avertir Feng et lui a dit de ne pas s'allonger avec Yang Feng. Feng a rassuré Limu en disant que Yang Feng ne lui préférait aucun danger. Feng s'est dirigé vers lui, plaisantant en disant qu'il n'était même pas arrivé dans la ville avant de devenir si populaire. Yang Feng a brièvement répondu à Feng qu'il était un cadavre. Yang Feng a jeté le microphone et a sauté de la scène, tandis que Feng se tenait calmement et avec confiance. YK Feng s'est retrouvé avec un couteau à la main et a décidé d'agir dangereusement. Mais Feng s'en fiche, il a simplement attrapé la main de Yang Feng et l'a désarmé. L'instant suivant, un craquement a été entendu, Feng a cette fois cassé la jambe de Yang Feng. La douleur a frappé tout son corps et il a crié fort.
Il était assis avec une jambe cassée et a été abattu en regardant autour de lui pour se mettre à l'abri. Fang l'a regardé avec colère et a dit qu'avant de vous lancer dans un combat, vous devez découvrir qui est votre adversaire. Nifeng était déjà à l'intérieur du club et a appelé frère Bo. Bo était un homme d'âge moyen. Nifeng regarda avec surprise Yang Feng qui pleurait de douleur. Frère Bo a dit, est-ce que quelqu'un ose vraiment lever la main contre Yang Feng et n'a pas peur du loup féroce? Bo a regardé Fang et a dit qu'il était pour lancer une confrontation dans ce club. Fang a répondu qu'il savait très bien de quel genre d'endroit il s'agissait, mais il ne savait pas qui était Fang. Bo a déclaré que personne n'a le droit de se comporter de manière aussi effrontée sur son territoire. Limu a décidé d'intercéder pour Fang afin d'atténuer sa punition. Bo a été surpris qu'il s'agisse de l'ami de Limu, il a répondu qu'il n'était pas en colère contre Fang, mais qu'il avait peur des conséquences du loup féroce. Limu a été étonné du courage de Fang et de la façon dont il s'est impliqué dans diverses disputes. Nifeng a continué à menacer Fang avec ses jambes cassées. Fang commença à s'approcher lentement de Nifeng. Nifeng a dit que Fang n'oserait pas le toucher devant frère Bo. Les paroles de Nifeng n'ont eu aucun effet sur Fang, et il a fait tomber la dent de Nifeng d'un seul mouvement. Toutes les personnes présentes ont été choquées par la cruauté de Fang. Fang a remarqué qu'il est normal que de tels hooligans offensent quelqu'un, mais quand quelqu'un ose les offenser, ils ne peuvent pas le tolérer. Nifeng était assis appuyé contre le mur et se tordait de douleur. Fang a continué à s'approcher de lui. Nifeng a commencé à demander pardon et a promis qu'il n'oserait plus recommencer. Fang lui lança un regard arrogant et le traita de pathétique. Il a dit de bien réfléchir la prochaine fois avant de contacter Fang. Fang a également mentionné que Donju est son ami et que si Nifeng essaie de commettre des actes sales envers elle, cela sera difficile à prendre en compte. Nifeng a promis de ne plus toucher Donju et a souhaité un bon voyage à Fang. Bo dit calmement qu'il ne se soucie pas du type de relation que Fang entretient avec Nifeng, mais il doit s'expliquer pour Yang Feng. Fang a détourné le regard et a dit qu'il ne l'avait pas frappé, qu'il marchait et s'est tordu la cheville. Fang a souri et a dit qu'il pouvait le guérir, parce qu'il était médecin. Yang Feng était assis avec une jambe cassée, son visage grimaçait de douleur. Fang a commencé à s'approcher de lui. Yang Feng avait peur et a dit à Fang de ne pas s'approcher de lui. Fang a touché la jambe de Yang Feng, le gars a frissonné. D'un léger mouvement, il fit reculer la jambe du type. Le gars frissonna, mais réalisa que sa jambe ne lui faisait plus mal et qu'une sensation de confort apparut. Fang s'est tourné vers frère Bo et lui a dit qu'il avait guéri Yang Feng et lui a demandé s'il pouvait y aller. Nifeng, embarrassé, a demandé ce que Fang lui avait fait. Bo a été très surpris car il connaît aussi la technique de mise en place des os, mais ce que Fang a fait n'était clairement pas si simple. Shuxin, le propriétaire de l'hôtel Jinjin, est apparu au club. Frère Bo a vu Shuxin et l'a appelé, l'air un peu effrayé. Shuxin a vu Fang et l'a salué. Fang a souri et a commencé à inventer en plaisantant que la fille était là spécifiquement pour le trouver. Est-ce qu'il lui avait vraiment manqué? Ils ne se sont vus qu'hier. Shuxin a regardé d'un air interrogateur et a demandé ce que signifiait hier. Fang a souri et a dit, a-t-elle vraiment oublié qu'il est apparu dans ses rêves? Shuxin renifla et le traita d'idiot. Bo serait extrêmement surpris, mais il comprenait pourquoi Fang avait le courage de faire du bruit dans le club. Shuxin a invité Fang dans la salle VIP pour discuter de quelque chose. Fang la regarda sérieusement et lui demandant simplement de faire quelque chose. Ce à quoi elle a répondu que s'il n'y va pas, il ne le saura pas. Les amis de Fang ont été choqués par les relations de Fang. Fang a dit avec un sourire que c'était différent de celui qu'il avait vu dans son rêve. Lorsque Shuxin a demandé quoi, Fang a répondu que dans la vie, ils sont encore plus grands. En pensant au sein de Shuxin, elle s'est indignée et a crié après Fang, avec un visage calme. Fang a répondu qu'il parlait des yeux. Fang s'est encore moqué d'elle, notant que les pensées de Shuxin étaient beaucoup plus sales que les siennes. Mais en mettant de côté les blagues, Fan Zong lui a demandé si sa visite au club à une heure aussi tardive était liée au vin envoyé. Elle a demandé comment Fang avait deviné. Avec un sourire narquois, il a dit qu'une telle bagatelle ne se cacherait pas à ses yeux. Fang a demandé si Shuxin pouvait lui dire quelque chose qu'il ne savait pas. Un nouveau jour est arrivé, Shuki vient de se réveiller, un voisin est venu vers elle et lui a demandé qui était le gars qui l'avait accompagné ivre jusqu'au dortoir. Elle a demandé de quel type elle parlait, Shuki était complètement perplexe. Son voisin King a souri et a dit qu'apparemment Shuki avait tellement bu qu'elle ne se souvenait même pas de qui l'avait accompagné. Dans ses souvenirs, un moment s'est produit où elle a embrassé Fang alors qu'il se dirigeait vers le dortoir. Shuki rougit un peu. Le téléphone a sonné, Xiao Ying a appelé Zhang Shuki, elle voulait lui demander comment elle se sentait après hier. Shuki a attaqué Xiao Ying pour l'avoir confié entre les mains de Fang. Xiao Ying a répondu qu'elle avait des sujets importants dans la campagne et que Fang était également au club et elle lui a demandé d'accompagner Shuki au dortoir. Xiao Ying a également remarqué que Fang était son garde du corps. Quelque chose de grave pourrait-il vraiment arriver? Ce à quoi Shuki, en rougissant, répondit qu'il n'était qu'un salaud. Zhang Shuki s'est levé et a résolument déclaré qu'il était impossible pour quiconque de le savoir. Pendant ce temps, Fang rêvait de fuir Zhang Shuki enragé. Un peu nerveux,
il a dit qu'il n'avait pas mis le doigt sur elle. Dans le rêve, Shuki avait l'air encore plus féroce que dans la réalité, elle avait même une hache. Les yeux de Fang se plissèrent de peur, il ne savait pas quoi faire. Il y eut un cri et Fang sauta soudainement du lit. Il se demandait pourquoi il avait pu faire un si mauvais rêve. Il était déjà midi dehors, Fang avait dormi presque toute la journée. Quelqu'un frappa à la porte de la chambre, ses amis commencèrent à s'indigner, Fang s'est levé pour ouvrir la porte. En ouvrant la porte, Fang a trouvé un gars sur le seuil et lui a demandé qui il était. Le gars a répondu qu'il s'appelait Liu Qian, et il a demandé qui vivait dans cette pièce. Fang a confirmé que tout le monde était vivant et a demandé quel était le problème. Liu Kan a répondu que Fang et ses amis allaient avoir de gros ennuis. Fang se demandait quels autres problèmes pourraient les attendre. Liu Kan a répondu que le doyen a ordonné de surveiller si les étudiants dormaient et que les gars de la chambre 502 n'étaient tout simplement pas dans la pièce, ils n'étaient pas non plus présents à la réunion pour améliorer les performances des élèves, leur groupe a donc été réprimandé. Le gars a continué à dire de manière menaçante que Fang et les gars devraient être à la réunion de groupe aujourd'hui. Fang a déclaré qu'il ne se présenterait probablement pas à la réunion et que Liu Kan leur présenterait leurs excuses. Liu Kan était en colère que Fang ne le prenne pas au sérieux, et il a dit que s'il l'expulsait, ne lui en blâmez pas. Fang a fermé la porte et est retourné vers les gars. Shen Fan a commenté que c'était un peu faux. Les gars ont commencé à se disputer et à dire qu'en fait Liu Kan n'était qu'un représentant du groupe et qu'en réalité ce n'était personne. Fang a quand même accepté d'y aller parce qu'il ne se soucie peut-être pas du directeur, mais les enseignants doivent être respectés. Il s'est avéré que le sujet de la réunion était l'élection d'un nouveau chef. À maintes reprises, les membres du groupe ont donné leur voix à Fang. Fang sourit nerveusement, il ne pensait pas que tant de gens voteraient pour lui. À la suite d'un vote de 35,5, Fang est devenu le chef du groupe. Liu Kan était indigné et même un peu bouleversé par cette issue des événements. Fang sourit, il était flatté d'avoir une si bonne réputation, peut-être parce qu'il se démarquait des autres étudiants. Liu Kan était en colère contre Fang, son visage était simplement furieux. Après la réunion, Fang est sorti avec le chef 11e et a demandé pourquoi il était bien traité, parce que Fang ne s'était pas très bien comporté. Le chef 11e a répondu que Fang pouvait facilement assumer les fonctions de chef et qu'avec ses capacités, il pouvait même prendre la place d'un chef. Fang demande ce qu'il veut dire. Le chef 11e a rappelé l'incident survenu à l'aéroport il y a un demi-mois. Fang a demandé si le chef 11e était là. Il a répondu positivement et a même déclaré que même un groupe de médecins ne pouvait pas faire un aussi bon travail. Le chef 11e a même nommé la technique utilisée par Fang et a décidé de demander afin de confirmer sa théorie. Fang a répondu que la technique qu'il utilisait s'appelait Xuanzhen. Cette technique a été recréée par Zhang Fuzi, le professeur de Fang, dans ses meilleures années, et cette technique s'appelle la piqûre de l'âme. Fang fronça les sourcils et demanda pourquoi le chef 11e n'avait pas aidé puisqu'il était là. Le dirigeant a répondu qu'il avait honte d'avoir été confus lorsqu'il avait vu la jeune fille blessée et qu'il avait peur que s'il ne pouvait pas la sauver, les membres de sa famille ne le laisseraient pas tranquille. Le chef 11e a dit que c'était bien que ce soit Fang qui ait sauvé la fille parce qu'il était capable de voir la technique de perçage de l'âme. Fang a dit au revoir sec au chef 11e et a vaqué à ses affaires. Au bâtiment éducatif, les gars l'ont appelé et lui ont dit qu'une très belle fille le cherchait. Fang a été surpris et a demandé qui était cette belle fille. C'était Zhang Shuqi, elle voulait sérieusement parler à Fang. Elle a appelé Fang, en la voyant, il reçut le message qu'elle lui manquait déjà, même s'il ne s'était vu que récemment. Zhang Shuqi s'est indigné et lui a dit de ne pas faire semblant d'être blanc et duveteux. Fang, offensé en plaisantant, a répondu qu'il était impossible de qualifier les gens de si gros mots sortis de nulle part. Zhang Shuqi était en colère en disant que Fang avait fait tant de choses la nuit dernière, ce à quoi Fang haussa les épaules et répondit qu'elle avait elle-même grimpé pour le serrer dans ses bras, ce n'était pas de sa faute. Fang plissa les yeux sournoisement et dit qu'en plus, elle l'avait elle-même harcelé et que maintenant elle l'accusait. Le regard de Shuqi devint très furieux et elle dit qu'elle allait l'achever. Fang a souri et s'est éloigné de Shuqi, disant que le tuer n'était pas si facile. Les amis de Fang ne pouvaient même pas penser que Fang s'approchait de la fille et l'ont même nié. Shuqi a crié après Fang et a couru après lui, criant toutes sortes d'insultes. Fang a crié diverses blagues en réponse. Fang pensa au fait que tout se passait presque de la même manière que dans son rêve, cela lui semblait très étrange. Soudain, Shuqi a crié, Fang s'est retourné et a regardé la fille d'un air interrogateur. La jeune fille est tombée et a déclaré qu'elle s'était blessée à la jambe, elle ferma les yeux et s'accrocha à ses chevilles. Fang s'est arrêté et s'est tourné brusquement vers elle, il a commencé à s'approcher de Shuqi. Fang a tendu la main à Shuqi et lui a proposé de l'aider, il est médecin. Zhang Shuqi a décidé que c'était maintenant une bonne opportunité. Elle lui attrapa la main et dit, ravi, qu'elle verrait comment il s'enfuirait maintenant. Fang rit, vous ne pouvez pas le tromper aussi facilement. Shuqi regarda la main qui tenait la branche au lieu de celle de Fang, elle était surprise et se demandait comment il pouvait la tromper ainsi. Fang se tenait derrière elle et mentionna qu'il ne pouvait pas être dupe si facilement, la jeune fille frémit. Fang a remarqué que s'il n'avait pas été capable de faire de tels tours, il ne serait pas devenu son garde du corps. Fang s'est retourné et a dit qu'il était temps pour lui de partir.
Shuki a crié, elle a appelé Fang, elle ne voulait pas qu'il parte. Sa jambe lui faisait vraiment mal, elle ne plaisantait pas, elle a demandé ce que Fang lui avait fait. Fang s'est retourné et a dit qu'apparemment cette fois, elle ne faisait pas semblant et a regardé la blessure. Fang a regardé de plus près, la blessure ressemblait à une morsure. Shuki ferma les yeux de douleur et demanda à Fang de ne pas s'approcher d'elle. Fang s'est figé pendant quelques secondes en écoutant le son. C'était un serpent et il se dirigeait droit vers Fang. Fang a reconnu le serpent comme étant Kephie stinger, son venin est extrêmement dangereux. Fang a sorti une aiguille et l'a lancée directement sur le serpent. Fang était très précis, alors il l'a facilement frappé. Prenant Shuki dans ses bras, il grimpa sur le toit du bâtiment éducatif. Shuki se sentait très mal, Fang lui a dit qu'il retirerait le poison maintenant. Fang était très sérieux car il savait que la morsure de ce serpent ne pouvait pas vivre plus de 10 minutes. Shuki a commencé à se déshabiller, elle avait très chaud. En voyant les parties exposées du corps de Shuki, il rougit un peu et devint embarrassé, il secoua la tête et se dit de se préparer, car il avait besoin de la sauver. Fang a enlevé son t-shirt, révélant une ceinture avec des aiguilles en dessous. Il a utilisé un t-shirt pour panser la jambe de Shuki. Fang a décidé de commencer à éliminer le poison du corps de Shuki et a déclaré qu'aujourd'hui, elle découvrirait à quel point son futur mari était cool. Soudain, une brique a volé sur Fang, il était occupé à sauver Shuki sans même remarquer comment quelqu'un d'autre était monté sur le toit. Ce sont les voisins de Shuki qui s'inquiétaient pour elle et traitaient Fang de pervers. Fang a haussé le ton et leur a dit de se taire, il essayait de la sauver. Comme le gars était torse nu, les filles ne l'ont pas cru et ont continué à l'insulter. Fang a jeté un serpent mort aux filles avec les mots regard. Les filles ont reculé avec un cri, Fang a dit qu'elle était déjà morte. Puis, après avoir attiré leur attention, il a dit que Shuki avait été mordu par un serpent et qu'il avait donc maintenant un besoin urgent de l'aider. Les filles ont été choquées, l'une d'elles a proposé d'emmener Shuki au poste de secours. Fang a dit que le centre médical ne pouvait pas gérer cela et que lui seul pouvait l'aider. Il regardait toujours le gars avec surprise mais n'essayait pas de l'arrêter. Il y a eu un déclic, Fang a détaché sa ceinture avec des aiguilles. Il l'attira brusquement vers lui, et il a soigneusement retiré l'aiguille de là. Fang a pris les jambes de Shuki dans ses mains et a pointé l'aiguille. Fang a lancé des aiguilles, comme des balles, elles sont entrées dans le corps de la jeune fille. Elle a crié, on aurait dit qu'elle souffrait suffisamment. Avec son énergie, Fang a formé une sorte de boule. Il a appliqué cette boule d'énergie sur la jambe de Shuki, elle y a pénétré ainsi que le médicament. Fang a sorti une petite partie du sang de Shuki, l'a collectée en énergie sphérique et l'a tenue dans sa main. Les filles regardaient et ne comprenaient pas ce qui se passait. Même à un moment aussi grave, Fang a souri et a commenté les jambes de Shuki, disant qu'elles étaient très belles. Il prit une profonde inspiration et dit qu'il était temps de commencer. Les visages des filles étaient déformés par la surprise, elles ne pouvaient pas comprendre ce qu'il faisait. Fang a commencé à expliquer qu'il n'y avait pas d'herbe médicinale à proximité et que des mesures extrêmes devaient donc être prises. Il se tourna vers les filles, ses lèvres étaient noires et gonflées de poison, il a continué en disant que sa salive avait des propriétés médicinales parce que Fang a été exposé à de nombreuses herbes médicinales depuis son enfance. Les filles ont demandé ce qui était arrivé à ses lèvres, Fang a répondu calmement que le poison restait sur eux, mais cela ne lui fera aucun mal. Fang a déclaré qu'il leur laisserait désormais Shuki et a très rapidement disparu de notre vue. Shuki a commencé à ouvrir progressivement les yeux, la première chose qu'elle a vue en ouvrant les yeux, ce sont ses colocataires. Ils étaient très inquiets pour elle et demandaient constamment comment se sentait Shuki. Shuki a repris ses esprits et a demandé ce que les filles faisaient ici. Ils ont dit qu'ils allaient juste passer la soirée sur le toit et ont trouvé Shuki et Fang. La jeune fille s'est soudainement souvenue qu'il y a quelques minutes, elle était avec Fang et que maintenant il n'est plus là, elle se demandait où il pouvait être. Elle a demandé à ses amis où était allé ce type et ce qu'il avait fait d'elle. Les filles ont dit que Shuki avait été mordu par un serpent venimeux et que le gars l'avait aidé et avait retiré le poison du corps, mais il est déjà parti. La jeune fille a demandé avec perplexité de quel genre de serpent venimeux il s'agissait. L'un des voisins de Shuki a commencé à dire à quel point Fang était bon et à quel point Shuki avait de la chance de l'avoir. En colère, Shuki a déclaré que Fang n'était pas son petit ami. Un autre ami de Shuki a déclaré qu'il l'avait quand même sauvé de manière altruiste et qu'il méritait donc le respect. La petite amie de Shuki s'est approchée et a dit que le visage de Fang ressemblait à une boulette. Shuki pensait à Fang et ne pouvait pas comprendre ce qu'elle ressentait pour lui. Pendant ce temps, Fang était dans la forêt, il dépeçait un serpent. Parmi ses restes, il découvrit une corne de serpent. Cette corne est très toxique mais peut aussi agir en sens inverse. Cet article est difficile à trouver. Fang décida de tester les propriétés miraculeuses de la corne et jeta la pierre dans sa bouche. Ses lèvres sont instantanément devenues plus petites, Fang était ravi et a dit que cette corne était encore meilleure que sa technique. Fang a décidé de cuisiner le serpent et de le manger, ce n'est pas la première fois qu'il mange du gibier varié. Il se rappelait depuis combien de temps il n'avait pas mangé de gibier et l'odeur le faisait déjà saliver. Ayant enfin cuisiné, Fang se souhaita bon appétit et commença à manger. Après avoir pris une bouchée, Fang s'est soudainement arrêté,
il sentit quelque chose d'étrange dans sa bouche. Il cracha et regarda sa main, quelle surprise il a été. C'était un dispositif de surveillance, Fang n'aurait pas pu prévoir cela. Fang a regardé le dispositif de surveillance d'un air interrogateur et s'est demandé comment il apparaissait dans le serpent. Une voix d'homme est venue de derrière, il a dit qu'on ne peut pas tout manger. Fang s'est soudainement retourné pour regarder celui qui avait dérangé son repas. Un homme en imperméable est apparu de l'obscurité, disant que si vous mangez de tout, vous pouvez mourir. Fang a répondu calmement que c'était très savoureux et a même invité l'étranger à l'essayer. L'homme l'a envoyé, et puis il a dit de manière décisive qu'il priverait Fang de sa peau parce qu'il avait mangé son serpent. Fang a souri et l'a de nouveau invité à essayer un morceau de serpent, puis a noté qu'il n'aurait pas de seconde chance. L'homme a répondu que Fang n'aurait plus aucune chance maintenant. Des dizaines de serpents rampaient directement vers Fang. Il était entouré d'un grand nombre de serpents, mais il était complètement calme et pas du tout inquiet. En voyant tant de serpents, Fang était contrarié de pouvoir tous les manger. L'homme a dit à Fang d'arrêter de se montrer et d'accepter simplement l'honneur de mourir de ses serpents. Le dompteur de serpents a sifflé l'animal et a crié mourir à Fang. Fang resta calme comme un roc tandis que les serpents se précipitaient vers lui. Il se leva et rassembla son énergie dans ses mains, il prit cela calmement et sérieusement. L'instant suivant, les serpents, divisés en parties, commencèrent à tomber au sol. Fang a souri et a demandé s'il voulait vraiment le tuer avec une poignée de serpents. Fang passa brusquement ses mains dans les airs et des parties des serpents continuèrent de tomber au sol. Fang n'a même pas bougé de sa place pour vaincre les serpents, il a pété et a dit que ces serpents ne s'approchaient même pas de lui. Des serpents hachés gisaient en grand nombre aux pieds de Fang. Apprivoisés, les serpents étaient sous le choc, il ne s'attendait pas à ce que ces serpents ne touchent même pas Fang. Fang, avec un visage sérieux, a expliqué qu'il était médecin et que chaque médecin avait un scalpel, il a montré ses mains et a dit que c'était son scalpel. L'homme s'est retourné et s'est enfui, il ne s'attendait pas à ce que Fang soit si fort, comme une ombre rapide avec un large sourire, Fang apparut instantanément face au dompteur de serpents. Toujours avec un sourire menaçant sur le visage, Fang a demandé qui avait permis à l'homme de partir. Le visage du dompteur de serpents montrait une grande peur. Il se retourna à nouveau et essaya de courir dans l'autre sens. Fang le regarda avec indifférence et tira un fil. Le fil était attaché aux jambes du dompteur de serpents et il tomba instantanément. L'homme s'est retourné, a fixé son regard sur Fang et a demandé ce que c'était. Fang a grimpé sur l'arbre et a accroché le fil à une autre branche. Avec la peur dans les yeux, l'homme a demandé ce qu'il allait faire. Fang a sauté de l'arbre, tirant le fil avec lui et a crié qu'il allait s'amuser. Fang a tiré sur le fil et l'homme s'est retrouvé pendu la tête en bas à un arbre. Fang lui a immédiatement demandé directement qui l'avait embauché. L'homme a commencé à s'excuser et à dire que personne ne l'avait embauché et a demandé à le laisser partir. Fang a demandé avec indignation s'il ressemblait vraiment à un idiot. Il a menacé l'homme en lui disant qu'il pourrait facilement le tuer, alors il ferait mieux de le lui dire tout de suite. Quelqu'un a appelé Fang et le gars s'est retourné pour regarder. C'était Shen Bishi, il a demandé ce qui s'était passé ici. Shuki lui a dit au téléphone que quelque chose d'étrange s'était produit, alors il est venu immédiatement. Fang a souri et a dit que Shen était un peu en retard et a pointé son pouce vers l'homme attrapé. Fang a donné un coup de pied au pendu et a déclaré que cela valait la peine de renforcer la sécurité puisque de tels imbéciles parviennent à se faufiler. Shen Bishi a reconnu l'homme comme l'assassin numéro 14 sur la liste des assassins les plus dangereux au monde. Fang a qualifié ce tueur de faible et a demandé aux subordonnés de Shen Bishi d'enlever les serpents morts. Fang a dit calmement qu'il n'avait plus rien à craindre et qu'il devait maintenant partir. Le tueur a souri et a dit que le gars l'avait fait s'humilier. Il salua Shen Bishi et l'appela Shadow, apparemment, ils se connaissaient avant. Le tueur a déclaré qu'il était désormais le débiteur de l'oncle Cheng, et à son retour, il vous demandera de le traiter avec indulgence. Shen a regardé le tueur avec indifférence et a déclaré qu'apparemment il avait tout mal compris. Les yeux du numéro 14 s'écarquillèrent, il ne comprit pas ce que Shen voulait dire. D'un seul geste, Shen a décapité le tueur. Il n'eut même pas le temps de cligner des yeux, sa tête tomba en arrière. Shen a déclaré qu'il n'avait pas l'intention de le laisser partir, mais qu'il voulait simplement le tuer, ou plutôt eux, de ses propres mains. Pendant ce temps, dans le dortoir des hommes, les amis de Fang discutaient des raisons pour lesquelles il n'était pas encore revenu et de ce qu'il pouvait faire. Fang est soudainement apparu dans la pièce et a répondu qu'il n'était absent que quelques minutes et qu'il s'ennuyait déjà ici. Fang a continué à taquiner ses amis en leur disant à quel point il était populaire et comment il était harcelé. Limu a commencé à extorquer des informations à Fang sur qui était réellement Shuki pour lui. Fang a assuré qu'il n'y avait rien entre lui et Shuki. Fang a expliqué que Shuki l'avait simplement embauché pour un certain travail, leur relation n'était donc que commerciale. Zanjins a dit avec indignation de ne pas dire de bêtises à Fang, il a dit qu'ils étaient amis de Fang, pourquoi ne pas partager des histoires avec des amis? Soudain, la pièce devint sombre, les lumières du bâtiment ont été éteintes car l'université économisait de l'électricité. Fang a suggéré de se coucher tôt car demain c'est l'entraînement militaire. Le matin arriva et les cigales bourdonnaient, les étudiants étaient dans la rue. Fang et ses amis faisaient la queue en uniforme militaire,
La leçon d'entraînement militaire était déjà en cours. Shen Fan a demandé à Fang s'il pensait que l'instructeur pouvait être une beauté. Fang a répondu que son intuition lui disait que l'instructeur ne serait probablement pas une femme. Une belle fille est apparue à proximité. Il a demandé avec indignation ce que cela signifiait. Probablement pas une femme, c'était l'instructeur. Les gars ont été immédiatement ravis qu'une telle beauté leur enseigne une formation militaire. La fille a dit d'un ton autoritaire qu'il était interdit de chuchoter dans la file d'attente. Si cela se reproduisait, les gars seraient punis. Tout le monde se tut instantanément, il ne s'attendait pas à cela de la part de la jeune fille fragile. La jeune fille a demandé grossièrement s'il ne l'avait pas entendu et pourquoi il ne répondait pas aux paroles des instructeurs. Tous les gars se sont tenus tranquillement et ont répondu à l'instructeur à l'unisson. L'instructeur a crié et a expliqué pourquoi les gars répondaient si doucement, elle a exigé de lui répondre à nouveau. Tous les étudiants ont répondu à nouveau à l'instructeur à l'unisson, seul Fang n'a pas dit un mot, l'instructeur a demandé avec colère pourquoi il n'avait pas répondu à tout le monde. Fang a répondu nerveusement qu'il ne voulait pas parler fort, sinon l'instructeur ne le supporterait tout simplement pas. L'instructeur a demandé avec colère ce sur quoi Fang n'était pas clair, il sourit nerveusement. L'instructeur a répété encore plus avec colère et a dit à Fang de lui répondre immédiatement et fort. Fang a répondu très fort à l'instructeur, même le vent était heureux à cause du volume de sa voix. La force du son a repoussé l'instructeur et elle est tombée au sol. La jeune fille ne s'attendait pas à un tel volume et s'est évanouie. Fang s'est levé avec un visage sérieux et a soupiré et a dit qu'il avait dit qu'elle ne pouvait pas le supporter et que maintenant il pourrait avoir des problèmes. Les camarades de classe de Fang se bouchaient les oreilles face à son volume et étaient indignés. Zhang a commenté la voix puissante de Fang et a même été surpris. Les étudiants ont paniqué et l'instructeur a perdu connaissance, ils étaient sur le point de l'envoyer au centre médical. Mais Fang a arrêté tout le monde, leur assurant qu'il pouvait très bien gérer cela. Après avoir dirigé l'énergie vers deux doigts, Fang les a amenés au front de l'instructeur et les a guéris d'une manière inconnue. Les étudiants qui n'ont pas été renvoyés par la voix forte de Fang ne pouvaient pas comprendre ce que faisait Fang. L'instructeur s'est réveillée, elle a légèrement ouvert les yeux et n'a pas pu comprendre ce qui se passait. Elle se releva brusquement, les yeux de l'instructeur s'écarquillèrent, Fang a simplement répondu calmement et a dit la même chose. L'inspecteur, indigné, a demandé ce que Fang lui avait fait. Avec un sourire narquois, il répondit qu'il suivait simplement les ordres et que rien de tout cela n'était de sa faute. Soudain, Shen Bishi a appelé Fang, le jeune homme a été surpris, mais malgré la leçon d'entraînement militaire, il a répondu au téléphone. Fang a parlé calmement au téléphone devant l'instructeur, ce qui l'a rendu furieuse. Shen Bishi a dit qu'il attendait le gars à l'entrée de l'université. Jetant le téléphone, Fang a rapidement couru vers l'entrée, l'instructeur était simplement furieux de ce comportement et lui a crié qu'elle s'en souvenait. Fang s'est retourné et a souri et a dit qu'il ferait partie du souvenir d'une telle beauté. L'instructeur n'eut pas le temps de dire quoi que ce soit et se contenta de soupirer de reproches. Zen Bishi se tenait effectivement à l'entrée, il s'inquiétait de quelque chose et a appelé Fang plus près de lui. Fang a demandé ce qui s'était passé et pourquoi il l'avait appelé si soudainement. Shen Bishi a invité le jeune homme à monter dans la voiture et lui a dit qu'il expliquerait tout dans la voiture. Fang a demandé avec inquiétude si quelque chose était arrivé à Zhang Shuqi. Shen Bishi a répondu que c'était effectivement lié à Shuqi. Shen Bishi a déclaré que les autorités de la ville voulaient vendre aux enchères un terrain à l'hôtel Jinzin, y compris les employés, Zhang Shuqi en est également membre. Shen Bishi regarda Fang d'un air sombre et ajouta que le père et le fils de la famille Xiao seraient également là. Fang a fait sa proposition concernant la famille Xiao et a déclaré qu'ils étaient d'une manière ou d'une autre liés à un événement récent, vous devez être plus prudent. Shen Bishi a répondu que c'était la raison pour laquelle on lui avait ordonné d'emmener Fang au cas où. Fang a déclaré avec confiance que Shen Bishi pourrait continuer à l'attaquer. Ils arrivèrent devant un magnifique bâtiment blanc, l'hôtel Jinjin. Une fille a crié et a pardonné à un gars qui était également venu à l'événement pour la laisser derrière elle. Il la harcelait et la harcelait de questions, le nom du gars était Zhang Peng. La fille a dit qu'elle n'aimait pas les avances du gars et qu'il était temps pour lui de la quitter depuis longtemps car elle ne lui rendrait pas l'appareil. Le nom de la fille est Bébigne, le gars a continué à la harceler, à lui demander pitié et à la harceler. Fan n'aimait pas vraiment la façon dont le gars se comportait, alors il a commenté son comportement en disant que la coercition ne mènerait à rien de bon. Zhang Peng était indifférent aux paroles de Fan et l'a renvoyé. Fan a ri et a répondu qu'aucun gars ne pouvait rien dire et que c'était un avertissement de Fan. Fan a menacé que, juste à cause d'une erreur, l'homme se retrouverait instantanément au sol. Zhang Peng a regardé Fan avec colère et lui a dit de ne pas le forcer à agir. Bebing travaillait comme chef de département, Shen Bishi a demandé ce qui lui était arrivé, ce à quoi elle a répondu que tout allait bien et que ce n'était qu'un petit malentendu. Fan remarqua que Shen Bishi regardait Bebing étrangement. Remarquant le regard étrange, Bebing a demandé si tout allait bien, ce à quoi Shen Bishi a répondu positivement. Fan soupçonnait qu'il y avait un problème non résolu. Zhang Tu est apparu, a salué Fan et lui a demandé pourquoi il n'était pas entré. En voyant le président, Zhang Peng est devenu très nerveux. Fan a répondu qu'il avait été empêché d'entrer par un tyran qui harcelait Bebing.
Zhang Peng a été un peu surpris et s'est demandé pourquoi Zhang Hongtu appelait Fang frère et quel âge il avait. Le président a demandé à Zhang Peng ce qui s'était passé ici. Le gars a répondu qu'il n'y avait qu'un malentendu et qu'il voulait inviter la patronne à un rendez-vous, mais qu'elle n'avait pas de temps libre. Il s'est excusé et a tenté de disparaître rapidement. Zhang Peng a conçu un plan pour gagner Beibing parce qu'il n'y a jamais eu de fille qu'il n'ait pas eue. Le président a présenté le chef du département corporatif, Beibing, à Fang et l'a qualifié de personnel le plus précieux du département financier. Elle a salué Fang et l'a remercié. Fang a souri et a dit que c'était un honneur pour lui de sauver une telle beauté des problèmes. Bientôt, tout le monde entra dans la salle, il y avait de nombreux nouveaux visages. Fang fut soudainement surpris par quelque chose. Zhang Shuqi est apparue dans le hall, elle était habillée un peu différemment aujourd'hui et avait également une coiffure différente. Elle a appelé Fang et l'a regardé sérieusement. Fang s'inquiétait pour sa santé après la morsure du serpent et a remarqué qu'elle était rapidement revenue à la normale. La jeune fille se demandait ce que Fang avait oublié ici. Fang a commenté sa technique de traitement, disant que c'était certainement bon, mais que cela valait la peine de se reposer un peu plus, ce à quoi Shuqi a répondu qu'elle allait tout à fait bien. Puis, avec un soupir, elle a remercié Fang de l'avoir aidé, ce à quoi il a répondu avec un sourire qu'il avait vraiment entendu merci. Xiao Ying était également présente à cet événement, elle a vu Fang et a été très surprise. Elle l'a complimenté en disant qu'un uniforme militaire convenait à Fang. Fang a souri et a dit que l'essentiel était la présentation. Zhang Shuqi a soupiré d'irritation et a dit qu'elle les dérangerait. Xiao Ying et Fang ne comprenaient pas du tout pourquoi Shuqi avait réagi de cette façon. Elle s'est retournée et s'est demandé pourquoi elle avait eu une telle réaction. N'aimait-elle vraiment pas que Xiao Ying et Fang se voient? Est-elle vraiment tombée amoureuse? Zhang Hongtu a demandé à Fang de venir le voir, il voulait le présenter au secrétaire adjoint du comité municipal, Wang Yuan. Fang a accordé une attention particulière à l'expression du comité municipal. Le secrétaire adjoint a qualifié Fang de génie et l'a remercié au nom du secrétaire. Fang a demandé pourquoi il ne connaissait même pas personnellement le secrétaire. Le secrétaire adjoint a rappelé le cas où une fille avait été empoisonnée, il s'agissait de la nièce du secrétaire, il était immensément reconnaissant envers Fang de l'avoir sauvée, et j'avais prévu de le remercier personnellement, mais je n'ai pas pu. L'image d'une fille haletante a traversé mes souvenirs. Fang a dit qu'il ne se souciait pas de savoir de qui il s'agissait, il l'a sauvée parce que c'était l'appel de son cœur qui parlait de l'égalité de tous. Le secrétaire adjoint a été surpris, il a dit que Fang avait sauvé l'homme sans penser à la gratitude, c'est vraiment une personne honnête. La famille Xiao est apparue dans le hall, le père a demandé à Wang ce qui le rendait si heureux. Il a demandé s'il pouvait se joindre à la discussion. Zhang Hongtu regarda Xiao Zhen attentivement, plissant légèrement les yeux. Le secrétaire adjoint a répondu que Xiao avait personnellement été là et avait vu le noble acte de Fang. Le seigneur Xiao a déclaré qu'il ne pouvait pas voir le visage du jeune homme ce jour-là, mais il se souvient qu'un jeune homme avait sauvé la nièce du secrétaire. Fang l'a regardé avec méfiance et a supposé dans ses pensées qu'il était impliqué dans la poursuite après la réunion à Jinzin, et maintenant il plaisante comme si de rien n'était. Le secrétaire adjoint a montré Fang et a dit que c'était son mérite. Xiao, comme pour le taquiner, a dit que c'était le genre de génie dont tout le monde parlait et a continué à le flatter en disant combien de personnes l'appelaient un génie. Fang, souriant, a répondu qu'il accomplissait simplement les devoirs d'un médecin et, contrairement à certains, qui veulent atteindre leur objectif par tous les moyens. Junior Xiao s'est indigné et a crié que Fang ne devrait pas blâmer n'importe qui. Fang le regarda sombrement et souligna qu'il avait seulement dit certaines personnes, et avec un sourire narquois lui demanda pourquoi il devrait réagir si durement. Xiao Yike fronça encore plus les sourcils, mais ne trouva pas de réponse aux paroles de Fang. Fang s'est détourné et a dit qu'il plaisantait et comme il n'aimait pas ses blagues, il partirait simplement. Xiao Yike a menacé Fang en pensant qu'avec de telles actions, il risquait de plus en plus la mort. Shen Bishi se tenait au bord du couloir et regardait pensivement par la fenêtre. Beibing était dehors, seule et faisant quelque chose. Elle parlait au téléphone et s'apprêtait à rejoindre d'autres invités. Soudain, une voiture inconnue est arrivée et s'est arrêtée juste à côté de Beibing. Les gars sont soudainement sortis de la voiture et se sont dirigés vers la fille. La jeune fille n'a pas eu le temps de dire quoi que ce soit avant de lui mettre un sac sur la tête et de la porter de force dans la voiture. Les gars sont rapidement retournés à la voiture, ont claqué la portière et ont commencé à partir. Shen Bishi a été témoin de tout cela, il n'eut pas le temps de comprendre ce qui se passait et resta un peu désemparé. Fang, comme toujours, l'avait prévu et était déjà à la poursuite des ravisseurs. Il courait aussi vite qu'il pouvait, son regard était sévère. Shen Bishi a regardé avec enthousiasme tout ce temps. Inquiet, il a décroché le téléphone et a commencé à appeler Fang. Shen Bishi, paniqué, a rapporté que le chef du département avait été kidnappé, ce à quoi Fang a répondu qu'il les poursuivait déjà. Fang a demandé à Shen Bishi de qui il s'agissait. Shen a couru hors de la salle, répondant simultanément à Fang que c'était possible pour Zhang Peng. Fang a dit qu'elle les rattraperait et que Shen Bishi s'occuperait de Shuqi. À ce moment-là, il aperçut un vélo sur la route. Il a appelé Gong et lui a demandé s'il pouvait entrer par effraction dans la voiture qui venait de quitter Jinzin.
Gun a répondu qu'il le ferait sans aucun problème, il voulait demander ce qui s'était passé mais a décidé de laisser cela pour plus tard. Après avoir raccroché, Fan est monté sur son vélo et a pris une vitesse inimaginable. Shen Bishi a déclaré que peu importe de qui il s'agissait, il déchirerait en lambeaux quiconque oserait toucher Bebing. Sur l'une des routes, il y avait une voiture à toit décapotable qui roulait sur une route très raide. Il y avait un couple à bord et le gars courait toujours à la vitesse de sa voiture. Mais Fan a roulé si vite sur son vélo qu'il a même rattrapé cette voiture chère. L'instant suivant, Fan a même dépassé la voiture et a continué. Le gars au volant était choqué parce que sa voiture avait été dépassée par un grand type. Gong a informé Fan que cette voiture se trouvait désormais dans la rue Onton. Cette voiture était effectivement là. Les gars assis dans la voiture, heureux, ont discuté de combien ils avaient gagné grâce au kidnapping. L'un d'eux s'est demandé si quelqu'un les suivait, après tout, ils avaient ouvertement kidnappé une personne. Le deuxième gars a répondu que tout allait bien et qu'il devrait se calmer et célébrer le profit. Il y a eu un grand bruit, on aurait dit que quelque chose s'était écrasé dans la voiture. Les gars ne s'y attendaient pas du tout et se sont inquiétés. L'un d'eux est sorti pour vérifier ce qui s'était passé. Le vélo de Fan a percuté la voiture. Le gars était très indigné de savoir qui avait osé faire ça. Le deuxième gars est également sorti pour voir ce qui s'était passé. Fan est apparu devant eux, les a regardés sévèrement et leur a demandé s'ils avaient kidnappé Bebing. Les gars étaient très courageux et ont même commencé à être impolis envers Fan. L'un d'eux a dit à Fan de partir sinon il mourrait. La seconde suivante, les gars étaient inconscients sur le sol, incapables de bouger. Fan a commenté que 10 secondes, c'est même beaucoup. Fan a ouvert la portière de la voiture et a été très surpris. Bebing n'était pas là mais il y avait un autre gars, il était armé. Le gars a pointé son arme sur Fan. Fan lui a demandé où était Bebing. Le gars a répondu qu'il n'avait pas le temps de lui parler, comment pouvait-il même le déranger? Fan a répondu avec indifférence qu'il n'avait pas non plus le temps. Et d'un seul geste, il retira les aiguilles. Il les lança instantanément, regardant toujours le gars avec indifférence. Le gars n'a même pas eu le temps de comprendre ce qui s'est passé et les aiguilles de Fan étaient déjà sur son visage. Le corps du gars n'a pas eu lieu, il ne comprenait pas ce qui s'était passé, il semblait qu'il était paralysé. Le gars, immobilisé, s'est demandé comment Fan avait fait. Maintenant, l'arme était déjà entre les mains de Fan. Il l'a pointée vers le gars et lui a de nouveau demandé où se trouvait Bebing. Fan a également ajouté que l'arme n'était pas destinée à l'intimidation. Un coup de feu retentit brusquement, Fan ne plaisantait pas. Fan a tiré une balle dans l'oreille du gars. Il a crié fort et s'est rendu compte qu'il valait mieux ne rien avoir à faire avec Fan. Fan a de nouveau posé des questions sur Bebing et l'a menacé de mort. Le gars a immédiatement commencé à répondre. À ce moment-là, Bebing se trouvait dans quelle pièce? Elle était immobilisée avec la bouche bandée. Zhang Peng était en effet le cerveau derrière l'enlèvement. Il a dit qu'il n'était pas surprenant que parmi les 5 fleurs d'or de la Jintu Corporation, les hommes veuillent la voir. Versant du vin sur ses cheveux blancs comme neige, il remarqua qu'un homme ordinaire n'oserait pas poursuivre quelqu'un comme elle. Il s'est approché d'elle et a commencé à lécher le vin qui coulait sur le visage de Bebing. Il a dit que s'il aimait quelque chose, il ferait tout son possible pour l'obtenir. Respirant lourdement, Bebing a déclaré que Zhang Peng était un ignoble salaud. Zhang Peng l'a frappé et lui a dit que même s'il mourait ici, personne ne le saurait. La seconde suivante, il a changé de visage et a demandé pardon, mais a quand même dit qu'il avait besoin d'être entendu. Le gars a souri et a dit qu'il aimait le visage effrayé de la fille. La voix de Fan a été entendue dans la pièce, il a dit que les gens comme Zhang Peng sont tout simplement dégoûtants. Il est arrivé au coin de la rue et a continué à dire à quel point ces personnes étaient terribles, il a calmé Bebing et a menacé Zhang Peng. Zhang Peng et Bebing ne s'attendaient pas à voir Fan ici. Zhang Peng a saisi le talkie-walkie et a demandé à ses gardes où il se trouvait si Fan entrait calmement dans la pièce. Personne ne lui a répondu, Zhang Peng a été très surpris. Il a tenté de recontacter ses subordonnés mais rien n'a fonctionné. Fan l'a interrompu et a dit avec un sourire qu'il n'avait pas besoin d'essayer, personne ne l'entendrait de toute façon. Fan a dit qu'il avait simplement vaincu ses subordonnés. Zhang Peng était à l'école et a demandé à Fan ce qu'il voulait dire. Zhang Peng a souligné que Fan n'était pas un lâche pour avoir osé faire du bruit sur son territoire. Le gars a demandé comment Fan avait trouvé cet endroit, ce à quoi Fan a répondu que cela n'avait pas d'importance, il était là pour l'obtenir. Zhang Peng a répondu que Fan ne pourrait pas se comporter à sa guise s'il était capable de vaincre un groupe de subordonnés de Zhang Peng. Fan a remarqué que Zhang Peng a l'air cool, mais peut-il aussi faire ses preuves? Zhang Peng a sorti les nunchucks et a menacé Fan de payer avec son sang et de battre Fan au-delà de toute reconnaissance. Fan, non armé, a souri et s'est approché hardiment de Zhang Peng et lui a dit de montrer sa force. Fan a balancé sa main et a crié quelque chose d'audacieux. Ces nunchakus n'ont même pas eu le temps de toucher Fan, il a habilement frappé Zhang Peng au visage. Fan a commenté que les mouvements de Zhang Peng étaient trop lents. Zhang Peng était sérieusement en colère. Zhang Peng s'est encore balancé et a crié mourir à Fan et a couru vers lui. Fan a esquivé calmement et a soupiré et a dit, appelle-t-il vraiment cela un combat? D'un seul mouvement de la main,
Feng a accumulé de l'énergie dans ses doigts et a piqué le ventre de Zhang Peng. Zhang Peng a crié de douleur aiguë. Zhang Peng est même revenu du coup de Feng. Bébing, qui regardait tout cela, a été surpris par la force de Feng. Zhang Peng s'est souvenu qu'il avait un couteau sous son oreiller, il l'a rapidement sorti. Il a mis un couteau sous la gorge de Bébing. Zhang Peng a dit que si Feng ne s'agenouille pas maintenant, Zhang Peng la tuera. Zhang Peng n'a pas eu le temps de finir de parler, ses propres nunchaku ont volé dans sa main. Une vive douleur lancinante a traversé tout le corps de Zhang Peng. Feng a déclaré avec colère qu'il n'avait même pas commencé à se battre et que Zhang Peng s'était déjà dégonflé. Feng a dit que Zhang Peng devrait s'asseoir à genoux et maintenant il lui montrerait ce que signifie la mort vaut mieux que la vie. Zhang Peng a répondu que si son père découvrait ce que Feng lui avait fait, il le tuerait simplement. Sans prêter aucune attention aux paroles de Zhang Peng, Feng lui a donné un coup de pied au visage. Feng a répondu avec colère qu'il tuerait Zhang Peng en premier. Acculé, Zhang Peng a commencé à demander pardon et a déclaré qu'il ferait tout ce que Feng lui demanderait. Feng a souri et a répondu que cela semble tentant, mais... Les yeux de Zhang Peng se sont agrandis et ont supplié Feng de le faire pousser. Baby était follement en colère et a remis Feng. Son regard était sérieux et décisif. Feng a répondu cela, mais il ne sait pas si Baby serait d'accord avec cela. Feng a dit qu'il lui laissait maintenant ce salaud. Maintenant, Zhang Peng a essayé par tous les moyens de se présenter devant Baby et s'est excusé. Zhang Peng a naïvement demandé si elle lui pardonnerait. Baby a donné un coup de pied à Zhang Peng à l'endroit le plus vulnérable. Zhang Peng est tombé à la renverse, écumant à la bouche. Feng a souri et a dit, impressionnant et qu'après un tel coup, il s'est définitivement retrouvé sans petits-enfants. Après le coup, Baby est tombé au sol, ses mains devenant bleues. Elle grimaça de douleur et dit à Feng que ses mains lui faisaient très mal. Feng a pris les mains de Baby dans les siennes et a dit qu'elles étaient enflées, expliquant que le sang n'avait pas circulé normalement depuis longtemps. Feng a regardé ses mains et lui a dit d'être patiente pendant un moment, ça va faire mal. Une rougeur est apparue sur le visage de la jeune fille, Feng a soigneusement inséré les aiguilles dans les poignets de la jeune fille. Baby a dit d'arrêter, mais Feng avait déjà inséré l'aiguille. En un instant, un frisson parcourut tout le corps de la jeune fille. Elle ouvrit les yeux, pensant que cette sensation était très agréable. La jeune fille s'imaginait dans un champ où soufflait une brise fraîche, elle avait l'impression que la nature la serrait dans ses bras. Baby pensait qu'elle ne s'était jamais sentie aussi bien. Feng a demandé si tout allait bien et si Baby s'était améliorée. Ses joues sont devenues roses et elle a dit qu'elle ne pensait pas que Feng possédait des techniques de guérison. Baby l'a remercié, mais Feng a répondu avec un sourire qu'il avait besoin d'être remercié différemment. La jeune fille rougit profondément et dit que faire quelque chose comme ça ici serait mal. Feng a légèrement frappé Baby à la tête et a dit qu'il ne voulait rien dire de vulgaire. Il a dit qu'il voulait que Baby lui offre un plat. Les gars étaient déjà au restaurant, sur la table il y avait de nombreuses collations différentes et une grande portion d'un plat. Les yeux de Feng s'écarquillèrent, il ne savait pas quoi goûter en premier. Il respira les arômes des plats et, remerciant Baby, nota qu'il n'avait rien mangé d'aussi savoureux depuis longtemps. La jeune fille rougit et lui demanda ce qu'il disait. À ce moment, Shen Bishi se précipita vers Baby et Feng à toute vitesse. Feng souffla sur la viande qu'il s'apprêtait à porter à sa bouche. Comme si le vent se précipitait sur la table de Shen Bishi, ce vent soufflait la viande chaude de Feng directement sur ses lèvres. Shen Bishi a demandé à la hâte à Baby si elle allait bien. Feng s'est brûlé la bouche avec de la viande chaude et a commencé à en vouloir à Shen Bishi. Shen, respirant lourdement, a demandé pardon. Shen Bishi a demandé un autre ensemble de couverts. Feng a demandé à Shen Bishi s'ils avaient déjà découvert Zhang Peng, ce à quoi Shen a répondu que tout allait bien. Mais Shen a également noté que Feng avait fait du bon travail. Feng a remarqué avec un sourire que Shen Bishi était très inquiet pour Baby. Y a-t-il vraiment une sorte de relation spéciale entre eux? Shen Bishi répondit nerveusement qu'il était simplement très inquiet pour la sécurité de Baby. Surpris, Baby a demandé de quoi il parlait. Shen Bishi s'est demandé si c'était vraiment si évident et Feng l'a deviné. J'ai deviné que Baby était la fille de Shen Bishi, et c'était vrai. Feng a roulé des yeux et a marmonné et nié, mais vous pouvez tout voir dans son regard. Quelqu'un s'appelait Feng, c'était Zhangjiang. Feng a décroché le téléphone. À l'autre bout du fil, l'ami de Feng s'est indigné de la disparition de Feng et a également signalé que Dinzou le recherchait. Feng ordonna ses yeux et réfléchit à la raison pour laquelle il était heureux de voir le doyen. Feng s'est excusé et a dit qu'il était temps pour lui de partir. Ayant dit qu'il ne les dérangerait pas, Feng a commencé à partir, Shen Bishi et Baby étaient perdus. Feng s'est retourné et a finalement conseillé à Shen Bishi d'être plus audacieux avec un sourire. Shen a été surpris et a pensé qu'il semblait que Feng avait tout mal compris. Baby lui a également dit d'y aller et, s'excusant, a commencé à emballer ses affaires à la hâte. Elle est partie et Shen Bishi s'est occupé d'elle avec agacement. Dans ses pensées, il a simplement demandé devant Baby et a dit que parfois il vaut mieux ne pas savoir certaines choses. Dinzou a reçu un coup de poing à la tête. Il était en colère contre Feng et a soulevé la question du statut d'étudiant de Dinzou avec Feng, disant que Feng le maltraitait. Feng a déclaré qu'il ne revendiquait aucun titre et qu'il s'agissait probablement d'un malentendu.
Jinzhu s'est levé et a dit que le recteur avait personnellement appelé et demandé à parler du comportement de Fang et de ses violations des règles de l'université. Il a dit avec agacement qu'il avait surestimé Fang et avait pris un autre fils riche comme élève. Fang a répondu que le doyen pouvait l'expulser à tout moment et que le problème serait résolu pour tout le monde. Jinzhu s'est retourné et a dit que Fang avait un très grand potentiel. Le doyen a dit qu'il dirait un bon mot mais que ce serait la dernière fois. Il a également ajouté qu'il surveillerait chaque mouvement de Fang. En quittant le bureau du doyen, Fang s'est demandé pourquoi il allait à l'université parce qu'il n'avait pas besoin d'apprendre quoi que ce soit. Après tout, Zhang Tu devra suivre le courant pour atteindre ses objectifs. Fang a repris l'entraînement militaire, un nouvel instructeur est apparu, cette fois un gars. Fang s'est changé et a demandé à entrer dans la file. Les amis de Fang faisaient la queue et ont commencé à chuchoter. L'instructeur l'a remarqué et a demandé à voix haute de quoi il parlait. « Les gars, je vais le réparer et me taire. » L'instructeur a dit qu'il fallait demander la permission avant d'entrer. De plus, Fang était en retard et il n'aime pas du tout ceux qui enfreignent les règles, et tous les contrevenants seront punis. L'instructeur a regardé Fang avec colère, car c'est à cause de lui que le commandant a réprimandé tout le monde et infligé des punitions. Fang a souri et a appelé ses amis de vrais frères, car ils ont été punis avec Fang. L'instructeur s'est indigné et a infligé une punition aux étudiants, 200 pompes. Tout le monde, sauf Fang, a été choqué par le nombre de pompes. Fang a interrompu l'instructeur, disant que tout cela n'allait pas, parce que Fang était le seul à obéir, donc lui seul exécuterait la punition pour tout le monde. L'instructeur a déclaré que Fang avait décidé de jouer le héros et a déclaré que 200 pompes ne suffiraient pas pour accomplir la punition de tout le monde. Fang l'a de nouveau interrompu et a dit que l'instructeur avait mal compris, Fang ferait 800 pompes en 5 minutes. L'instructeur ne croyait pas que quelqu'un soit capable d'une telle chose, alors il regarda Fang en fronçant les sourcils. Les gars étaient heureux de ne pas avoir à faire de pompes, mais en même temps ils s'inquiétaient pour Fang. L'instructeur a dit qu'il était d'accord et a averti Fang de ne pas le regretter plus tard. Fang a répondu qu'il ne gaspillait pas ses mots.